14h35 minutes. Bienvenue à tous ceux qui nous retrouvent sur les différents réseaux sociaux, sur les sites internet, celui de la région Centre-Val de Loire, sur le site du Human Tech Day Live Tour qui est déjà à sa deuxième étape puisque nous sommes à Blois, nous sommes installés ici à la Logrin et sur la scène du Carpodium de cette tournée Live Tour HTD région Centre-Val de Loire. Alors bien sûr on vous invite jusqu'à ce soir 18h à venir nous rejoindre dans notre village qui se promène pendant les 6 départements de la région. Nous serons jeudi en Touraine et à Tours, et nous serons la semaine prochaine, mardi à Châteauroux, mercredi à Bourges, et nous clôturerons cette tournée HTD Live Tour. Ça sera à Orléans, place du Bar 3, le jeudi de la semaine prochaine. 6 dates pour rencontrer les différents acteurs des écosystèmes numériques locaux avec des débats, avec également des stands de démonstration, d'informations qui vous sont proposés, dont on vous invite à venir nous retrouver ici même à la Logrin à Blois pour rencontrer les différents personnes et professionnels qui sont à votre disposition. Il y a également un food truck avec nos amis du CRIJ qui vous propose des expériences en réalité virtuelle pour faire découvrir certains métiers. Alors il vous propose le métier de l'énergie, le métier du jeu vidéo ainsi que le métier du transport. Donc n'hésitez pas à aller et à rencontrer bien évidemment nos amis sous cette tente et d'aller leur rendre une petite visite. Participation également à différents jeux ludiques et interactifs qui vous sont proposés. Notre concours Fun Truck pour soutenir les projets innovants. Alors, il y a un projet qui sera soutenu par jour et qui sera récompensé. Hier, nous avons déjà récompensé une entreprise à Chartres. Une autre sera récompensée tout à l'heure, ici même aux alentours de 17h. Et ils se présenteront à nos membres du jury aux alentours de 16h devant le Fun Truck. Il faut savoir qu'ils étaient une dizaine au départ. 5 ont été sélectionnés pour aujourd'hui. Il n'en restera qu'un entre guillemets. Et puis, il y aura une finale générale qui aura lieu le dernier jour à Orléans, où nous regrouperons bien sûr les 6 gagnants qui partiront pour une grande étape nationale qui aura lieu bien évidemment à Paris. Alors, je vais vous présenter Kamel Termelil qui est avec nous, qui va être notre présentateur aujourd'hui et notre débatteur entre guillemets pour les différentes interventions. Kamel est coach, formateur professionnel diplômé. Il est également présentateur d'événements premium et intervenant en école de communication. Je vais donc lui laisser le micro. Il va être très bien accompagné pour cette première conférence qui s'appelle Nouveaux métiers, nouvelles pratiques pédagogiques au service de la valorisation du patrimoine. Kamel, je vous souhaite un bon débat avec vos invités et une très très belle journée. Je donne une dernière information pour ceux qui sont avec nous pour suivre, mesdames, messieurs, le débat. Là, actuellement, vous m'entendez, mais après, vous n'allez plus m'entendre. Vous êtes équipé d'un petit casque audio que va vous remettre notre hôtesse à l'entrée du village. Vous rentrez dans cet espace et vous pourrez entendre l'intégralité de ce premier débat. Kamel, c'est à vous. Eh ben, écoute, merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est très 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 heureux de vous accueillir ici pour effectivement cette édition 2022 de l'Human Tech Days. Alors on va situer le contexte. Quel beau contexte d'ailleurs, puisque nous sommes au cœur de la ville de Blois, sur la place de la Halle au Grain. On est vraiment sous le soleil pour le coup. Il y a de la végétation, un très joli parc. Voilà pour le petit cadre, la carte postale. Donc en effet, comme l'a dit mon camarade à l'instant, les Human Tech Days, eh bien, c'est l'événement qui laisse la part belle à l'actualité numérique de la région Centre-Val de Loire. On y parle économie, formation, innovation. Et donc c'est à Blois que nous sommes cet après-midi. D'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que c'est à Blois que vous pouvez visiter le très beau château royal avec cette architecture française qui s'étale sur 5 siècles, du XIIIe jusqu'au XVIIe siècle. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'on va parler de valorisation du patrimoine. C'est en substance
Ce qui nous amène aujourd'hui, tout au long de cette tournée, valoriser le patrimoine grâce au développement du numérique. On va faire la corrélation entre l'apport des nouvelles technologies et la mise en exergue de nos édifices patrimoniaux. Et inutile de rappeler qu'effectivement, en région Centre-Val de Loire, nous sommes plus que gâtés à ce niveau-là. Voilà pour la petite histoire. Sachez que nous sommes ensemble tout au long de cet après-midi avec 4 conférences. J'aurai le plaisir d'accueillir différents intervenants et intervenantes jusqu'à 18h30. Et vous pouvez nous suivre en direct sur les réseaux sociaux, comme on l'a précisé tout à l'heure, la page Facebook Human Tech Days. Voilà, vous tapez ça sur la barre de recherche Facebook. Vous pouvez liker, commenter, partager. Sur YouTube également, la chaîne spéciale, ou encore sur le site internet officiel humantechdays.fr. Voilà, et puis le public qui est là avec nous peut effectivement mettre son casque pour suivre cette conférence. Nouveaux métiers, nouvelles pratiques pédagogiques au service de la valorisation du patrimoine. Voilà ce dont il est question tout de suite. Il est précisément 14h40. Pour en parler, je vous propose d'accueillir Elena Pirazzo. Voilà, je l'ai fait en italien. Bonjour Elena. Parfait, merci, bonjour. Je dis ça parce que vous êtes italienne, hein, donc italienne. J'avais dit que je tenterai le coup en italien. J'ai peut-être un petit peu d'amélioration à voir sur l'accent, mais je compte sur vous pour m'aider. Ça tombe bien parce que vous êtes professeur en humanité numérique, hein, c'est bien ça, Elena. Vous faites partie du campus des métiers et des qualifications d'excellence, hein, c'est l'université de Tours qui vous envoie ici également pour la petite histoire. Nous sommes accompagnés, je vais vous demander de prendre le micro, chers amis étudiants, étudiantes. Alors nous avons Elsa, voilà le micro bien devant la bouche. Bonjour Elsa. Bonjour. Nous avons également ici Rémi qui n'a pas de micro, enfin on va lui passer un petit micro. Voilà, Rémi, bonjour, ça va bien? Bonjour, ça va. Très bien, Rémi. Ensuite j'ai Marion à tes côtés. Bonjour Marion. Bonjour. Ça va? Ça va. On est bien là sous le soleil? Ça va. Bon, nous avons également Ariane qui est avec nous et sa casquette sur la tête. Bonjour Ariane. Bonjour. Alors bien plus près de la bouche le micro. Bonjour. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et enfin notre ami Sébastien, tout au bout là-bas. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors restez là puisque vous allez nous parler de vos projets. Vous êtes étudiant en master humanité numérique. Au sein de l'université de Tours, hein. Vous étiez pas en cours ce matin mais en train de travailler à la maison et vous êtes là, enfin j'espère en tout cas, surtout s'il y a votre prof, hein, on dira que vous allez travailler. Elena Pirazzo, avant de commencer par les nouveaux métiers, nouvelles pratiques pédagogiques, donc au service de cette valorisation du patrimoine, est-ce qu'on peut juste présenter le campus des métiers et des qualifications d'excellence? C'est pas forcément connu du grand public. Et c'est véritablement la structure qui permet de valoriser toute cette beauté patrimoniale. C'est un peu ça. Qu'est-ce qu'on peut en dire en quelques secondes, Elena? Donc, c'est une structure qui est rattachée à l'université de Tours, Okay. et avec laquelle les centres supérieurs d'études de la Renaissance, dont je fais partie, est en collaboration constante et qui vise à valoriser justement les métiers qui sont un peu perdus, qui sont liés au patrimoine. D'accord. Donc, on travaille avec les écoliers, avec les lycéens, et on fait toute une série de projets de valorisation de ce type d'initiative. Donc, par exemple, sur la couture de la Renaissance, sur la restauration, sur l'alimentation, sur l'architecture, tout ça. Et la Renaissance, c'est votre credo, hein, si j'ai bien compris. Ma formation, c'est en littérature italienne de la Renaissance, et après, ça est devenu humanité numérique. Donc, évolution de ma recherche et de mon profil professionnel de la littérature au numérique. Je trouve ça assez extraordinaire de se dire que finalement en région Centre-Val de Loire, on a une structure telle que celle-ci et que l'on parle d'humanité numérique. Humanité, ok, numérique, ok, mais moi, de prime abord, je trouvais ça assez étrange l'association des deux. Et pourtant, c'est ça l'objet de ce rendez-vous. C'est le numérique au service du patrimoine, donc d'une certaine manière de l'humanité. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut présenter votre travail de professeur en humanité numérique? C'est pas au service de l'humanité en sens de l'humanité, mais c'est les humanités au pluriel. Ça veut dire les recherches et les disciplines humaines, la littérature, l'histoire de l'art, la philosophie, donc toutes les sciences auxquelles on fait référence quand on parle des lettres, des choses comme ça. Donc c'est ça, c'est une traduction de digital humanity, si vous voulez, d'étiquette à l'anglaise. Mais donc c'est humanité numérique, mais c'est au pluriel. C'est au pluriel, d'accord. Donc finalement l'art au sens large, hein, tout ce que l'on peut mettre en exergue au niveau de l'art. Et on va en parler. Quand on parle de nouveaux métiers, nouvelles pratiques pédagogiques, qu'est-ce qu'on entend par là? Parce que c'est le titre de cette conférence cet après-midi.
Bah, tout à fait. On verra tout à l'heure que nous, on forme des jeunes qui sont capables de valoriser le patrimoine par les biais de jeux vidéo, de création des guides numériques, des sites, des applis. Et donc les patrimoines, ça veut dire tous, ça veut dire les encres de la Renaissance dans les petits manuscrits, donc la recette qui fait les encres, jusqu'au bâtiment, jusqu'à Chambord. Donc on travaille avec les châteaux Chambord, par exemple. On en parlera de Chambord d'ici la fin d'après-midi, puisque nous avons une conférence avec la responsable de la communication du pôle marketing. Donc c'est intéressant en guise d'introduction. Je vous remercie, ça me permet de faire un petit teasing. Vous voyez, Elena. Est-ce qu'on va laisser la parole à nos jeunes étudiants, puis je reviendrai vers vous juste après. Mais d'abord, quels sont ces nouveaux métiers? Parce que nouveaux métiers, ça veut dire quoi? Des métiers qui n'existaient pas avant, et tout cela permet l'émergence de nouvelles activités? Oui, en fait, c'est pas évident quels sont les métiers qu'ils vont faire après. Donc, c'est pas qu'on forme quelqu'un qui a une étiquette précise, mais c'est quelqu'un qui s'est présent comme capable de médier la culture dans un domaine numérique dans toutes ces manifestations. D'accord. Et les choses qu'ils vont vous présenter vous donnent une idée un peu de ces nouveaux métiers et de la nouvelle pédagogie. C'est ce qu'on appelle la pédagogie par projet. On est en Master 1, on crée des groupes d'intérêt et chacun a une année pour développer un projet d'intérêt patrimonial et scientifique parfois, donc c'est à côté de recherche de chercheurs du laboratoire et qui fait pour le grand public, donc des médiations. Donc c'est un peu ça. Ils font le lien entre le grand public et vous, les professionnels. Tout à fait, de la recherche et du patrimoine, de la conservation de patrimoine et de la valorisation du patrimoine. Et Dieu sait que c'est important en tous les cas, et on est très fiers d'en parler très clairement cet après-midi, parce qu'on est très attachés à cette richesse patrimoniale. Alors je vais donner la parole, Elena, si vous le permettez, à Elsa. Je l'ai présentée il y a quelques instants. Alors toujours pareil, Elsa, le micro bien près de la bouche, voilà. C'est toujours assez déstabilisant quand on n'est pas habitué à parler à un micro, mais enfin, ça s'apprivoise assez vite, c'est bien. Alors, Elena, vous travaillez sur... donc, je rappelle que vous êtes étudiante en master humanité numérique, c'est bien ça. Donc, Elena est votre professeure, entre autres choses, et elle vous accompagne sur un projet. Je vais vous laisser nous en parler, c'est le projet MUR, M-U-R. Qu'est-ce que l'on peut en dire? Parce qu'elle vous a entraîné à pitcher, donc a priori, ça doit le faire, là. Donc, nous, notre projet, on est 3 étudiants. On fait un musée virtuel sur la musique de la Renaissance. Donc le but est de valoriser le patrimoine matériel et immatériel donc de la musique à cette période historique. Il prend la forme d'un site internet implémenté sur Musi2R sur la plateforme Transmedia Lab. Donc on n'est pas des spécialistes de la musique, mais on travaille avec l'équipe Richercar des musicologues. Donc, j'imagine, pardon Elsa, mais ces musicologues sont celles et ceux qui font des recherches pour déterminer quelle était la musique durant cette période de la Renaissance, c'est ça? C'est ça. Ouais, d'accord. Et ça nous aide aussi à avoir une base de connaissances pour ne pas raconter n'importe quoi. Ah bah c'est mieux quand même. C'est mieux. Et quoi d'autre pour poursuivre? Donc le musée prend la forme de 3 sections. Donc d'abord une section consacrée aux compositeurs et leurs œuvres musicales. D'accord. Ensuite les instruments de musique avec un modèle 3D de ces objets. Et enfin les musiques du monde, donc c'est plus pour ouvrir sur d'autres horizons que proprement l'Europe. Ah, c'est bien, donc l'idée c'est d'aller vers une diversité culturelle aussi, d'autres cultures musicales, c'est ça? C'est ça. Pour ouvrir l'esprit, quoi. C'est ça. Vous n'êtes pas uniquement sur la Renaissance. Donc c'est le projet MUR, M-U-R. C'est ça. Et qu'est-ce que vous allez en faire de ce projet? C'est un projet qui s'inscrit dans le processus d'études, et après? Après, il peut être agrandi, puisque à notre échelle, on a peu de données qu'on valorise, mais il peut être agrandi. La base de données peut s'élargir, on peut envisager... D'accord, donc ça veut dire, Elena, que ce projet va être pérennisé, bien sûr, va s'inscrire sur la durée. Exactement, on parlait de la plateforme Transmedia Lab, où il va être abrité à la fin, et donc mise en valeur ensemble avec les autres projets produits par les labos.
Voilà. Ok, très bien. Oui. Donc c'est bien Elsa, parce que là vous êtes en train de créer, je vais donner la parole à vos camarades, quelque chose qui va durer dans le temps, qui va être exploité, qui servira à tous finalement. Donc c'est plutôt une bonne chose. C'est bien de les faire travailler. J'imagine que vous êtes un peu responsable de tout ça, Elena en tout cas. Mais c'est bien, c'est bien. C'est le projet mûr, hein. Voilà, Elsa. On a fait le tour, je crois. La chose à rajouter, c'est que vous voulez rajouter la question de l'accessibilité. Oui, alors notre public est vaste. Ouais. Mais on vise aussi particulièrement les publics empêchés, notamment pour les personnes non-voyantes. Très bien. Donc on veut que le site soit lisible par un lecteur d'écran. C'est bien. Donc c'est vraiment d'essayer d'être le plus large possible. Quand on parle d'accessibilité, là pour le coup, l'idée c'est presque de n'exclure personne, autant que faire se peut. C'est pas forcément évident, mais c'est ça, Elena, l'idée c'est... Tout à fait, justement. Vu que les humanités numériques visent à démocratiser la culture et les patrimoines, c'est aussi pour les personnes qui n'ont pas forcément un accès immédiat aux objets. Oui, c'est ça. Très bien, très bien. Merci Elsa. En tout cas, je vais donner la parole à présent à notre ami Rémi. Rebonjour Rémi. Je vais me décaler un petit peu. Voilà. C'est bien parce que ça me fait faire de l'exercice aussi. Hein, il y a un petit mouvement de rotation. Alors Rémi, vous êtes sur le projet PatriTour. C'est ça. Alors Tours pour la ville de Tours, bien évidemment. Bien sûr. Évidemment, ça ne se passe pas à Marseille, hein, si j'ai bien compris. C'est à Tours. Alors de la même manière, j'ai demandé à Elsa de pitcher ce projet d'étudiants sur lequel vous êtes. Qu'est-ce qu'on entend par PatriTour ? Alors le projet PatriTour, c'est un projet que je fais avec 3 autres de mes camarades. Il y en a un d'ailleurs qui est en train de nous regarder en direct. Ok, on lui fait un petit coucou. Salut à toi. Donc ce projet en fait a pour objectif de mettre en valeur les différents patrimoines que l'on trouve dans une partie de la région Centre-Val de Loire, à travers une institution qui est la course ParisTour. Ok. Pour ce faire, nous avons fait un site internet et une carte avec différents points d'intérêt, avec des éléments patrimoniaux différents. Ça peut être la cathédrale de Chartres, ça peut être différents hôtels particuliers dans la ville de Tours, ou alors des dolmens, différents. Ah mais finalement c'est très large, hein, c'est pas exclusivement Tourangeau, quoi. Voilà, puisqu'en fait c'est sur le long du tracé de 2021. Alors on va rappeler que ParisTour c'est une course cycliste, hein, c'est ça ? Qui part de Chartres, comme son nom ne l'indique pas malheureusement, et qui va jusqu'à Tours. Ouais. Donc les personnes qui... Alors ça peut être les curieux, simples curieux, ou alors les baroudeurs qui ont l'habitude de faire les tracés l'été sur nos routes de France, peuvent venir sur le site, voir le tracé et voir différents éléments qu'ils peuvent trouver le long du tracé. Ouais, d'accord. Autre patrimoine aussi qu'on va mettre, puisque la course elle date quand même de 1896, c'est l'intérêt il y a un intérêt aussi de patrimoine sportif, puisque la course on est à... je ne sais plus exactement la combienième édition, mais c'est quelque chose qui est... Alors Rémi, on n'a pas révisé. J'ai mal révisé. Donc c'est quand même il y a eu beaucoup d'événements et on va aussi mettre l'intérêt patrimonial sportif, puisque le sport a aussi du patrimoine à mettre en valeur. Bien sûr. Alors Elsa, ça aussi, ça fait partie de l'humanité, au pluriel, les références sportives historiques à l'instar de cette course. Exactement, parce que le sport, ça représente une valeur, quelque chose de patrimoine immatériel, comme c'est la musique, comme ça. Donc c'est quelque chose qui nous permet aussi d'entrer dans la nature, entrer dans les patrimoines et découvrir le long du parcours des monuments, des moments et de l'histoire qu'il y a sur la rue. C'est ça. Donc comment a évolué notre région dans les périodes considérées. Ouais. Et de surcroît, un événement sportif, le vélo c'est très populaire en France. Après le football, je crois que c'est il me semble le deuxième sport, si je ne raconte pas de bêtises, qui fédère le plus. Et on le voit avec le Tour de France, hein, plus d'1 milliard de téléspectateurs. Donc je pense que c'est intéressant aussi de rebondir sur un événement populaire qui est cette course cycliste et mettre tout ça en évidence. C'est un travail de titan, j'imagine, comme nous l'a expliqué indirectement Elsa. Il y a un travail de recherche, Rémi, à faire. Il y a surtout un travail de tri, puisqu'on est parti de la liste des monuments de France. Ouais. Et il faut ensuite rapetissir, malheureusement faire des sélections, puisqu'on peut pas... Il y en avait près de 900, on en a réduit à 400, donc quand même. C'est un peu frustrant, ça. Hein. Ouais, on ne peut pas parler de tout, quoi. Malheureusement, on ne voudrait pas qu'il y ait d'hiérarchie entre les monuments. Mais oui, mais bon.
On est bien obligé, sinon le site ne peut pas fonctionner normalement, il serait beaucoup trop lourd. Et où est-ce qu'on pourra donc découvrir ça? Il y a un site, il y a un endroit, il y a un lieu, soit numérique ou physique? Alors, il y a un site internet qui est pas accessible pour l'instant puisqu'il est en travaux. Il est en travaux, tous les jours, on modifie des choses. Après, dans l'idéal, en fait, on a déjà pris contact avec la municipalité de Tours, que je remercie pour certaines infos bien précieuses qu'ils nous ont fournies. D'accord. Et dans l'idéal, en fait, c'est de leur donner pratiquement le site, puisqu'ils y sont très intéressés pour eux aussi l'exploiter, l'utiliser et mettre en valeur c'est génial. Cette course. Ça, je pense que c'est très exaltant quand on est étudiant de se dire que ce travail-là intéresse aussi les collectivités. Se dire qu'il ne va pas durer qu'un an et qu'il va aller beaucoup plus loin, plus d'éditions. C'est ce qu'on disait avec Elsa, hein, ça va s'inscrire dans la durée, tout cela. Hein. Elena, je reviens vers vous brièvement. Mais l'objectif, c'est ça, voilà, c'est la pérennité de ces projets. Il ne faut pas que ce soit sur du court terme. Exactement. L'idée, c'est vraiment de faire un impact dans les patrimoines locaux, mais national et international, pour créer effectivement une continuité, donc pas que ce soit quelque chose d'éphémère. Ouais, c'est ça. On ne veut pas de l'éphémère, hein. On veut de l'ancrage. Hein. Sur la durée, voilà, l'ancrage territorial et sur la durée. Merci Rémi, en tout cas, je pense qu'on a fait le tour. Tu voulais rajouter autre chose? Non. Ça va, tout va bien cet après-midi? Vous êtes bien là au soleil? Très bien, très bien. Bon, c'est parfait, hein. Prendre la vitamine D, c'est très bien. Je vais donner la parole à présent à Marion, c'est bien ça, Marion. Alors Marion, qui est elle aussi étudiante en master humanité numérique. Et vous, Marion, vous travaillez sur un projet Chartres par cœur. Là aussi, c'est ça. On va mettre quoi en évidence? Enfin, j'imagine qu'on va parler de la cathédrale, forcément, et pas que. On parle de la cathédrale, mais en particulier plus de la clôture de chœur de la cathédrale. Alors approchez bien le micro de la bouche et essayez de ne pas bouger la main. Voilà, c'est pas évident. Hein. D'accord, ok. Donc la cathédrale, elle est bien connue, la clôture de chœur, beaucoup moins. Nous, on essaye de valoriser toute son histoire, son iconographie. On a une quarantaine de scènes en rapport avec le Christ, Marie. Et nous, on voudrait que tout le monde puisse y avoir accès de façon ludique et intéresser vraiment toute la famille. Donc nous, on a créé un site internet avec des jeux. Ok. Donc on a créé des QCM. Alors il est en ligne ce site? Il est en ligne. D'accord. Est-ce qu'on peut donner l'adresse? Profitons-en, hein, puisqu'on en est là. On peut ou pas, non? Oui. Après, il n'est pas fonctionnel à fond. Ah, d'accord, ok. Donc on la donnera peut-être. Non, ça de ces projets, c'est un mois de juillet, donc ils ont encore un peu de temps pour donc la on donne pas l'adresse tout de suite. Non, pas encore. Okay. Le mois prochain. Je vois la directrice de l'université qui faisait signe. Non, donne pas l'adresse. Non, je plaisante. D'accord, donc poursuivez, Marion. Donc nous, on a décidé donc de faire des QCM, donc de manière chronologique et thématique. Donc soit les gens suivent le tracé de la clôture de chœur, soit ils décident de s'intéresser seulement aux sculptures, aux ornementations ou d'autres choses. Donc les QCM, c'est pour générer de l'interaction, bien évidemment. Voilà. L'idée, c'est de ne pas être passif ou inerte, mais de générer de l'action de la part du public. Ce sont des jeux qu'ils peuvent faire directement sur place, donc à la cathédrale, ou chez eux, à partir d'un ordinateur. Ah, on pourra le faire dans la cathédrale? Sur son téléphone. Sur son téléphone, c'est génial. C'est génial. Comment mettre, là encore une fois, l'évolution numérique à l'avantage de toutes ces belles choses dont on parle. Est-ce qu'il y a autre chose à pitcher, Marion? Donc à côté, on a aussi d'autres petits jeux plutôt pour les enfants, pour les faire aimer tout ce qui est patrimoine. Donc on va avoir un memory, un motus. Donc celui où on doit trouver des mots en rapport avec la clôture de chœur. Ah oui, comme l'émission à la télé, voilà, la même chose. D'accord, ok. Et enfin, un jeu qu'on appelle un hotspot. En gros, on a une image, on a une question et on doit retrouver le point qui correspond sur l'image. Donc si on a une scène de l'Ascension, on vous demande de cliquer sur le Christ. Ok. Voilà. Bien, puis ça permet aussi de tester ses connaissances. Exactement. Et tester ses connaissances, Elena, mais Kamel, aussi, encore une fois, oui. Kamel, est-ce que je peux vous déranger deux bien petites sûr. Minutes? Je vais vous expliquer ce qui va se passer en plus. On va vous laisser continuer à débattre. On va juste rajouter vos micros dans la façade du Carpodium. Super. Donc vous pouvez conserver bien évidemment les casques, mais en plus du casque, les personnes qui sont un petit peu partout autour des différents stands vont aussi pouvoir entendre la conférence et le débat. Ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Voilà. Et vous, par streaming,
n'y a pas de problème de casque, vous pouvez continuer à assister au débat. Merci. Désolé de vous avoir coupé. Non, je t'en prie, je t'en prie. Alors, je le disais, Marion, on évoquait que ça permet de tester ses connaissances, ses QCM, ses interactions, mais aussi, Elena, la question qui vous revient, apprendre, parce que l'objectif, c'est de découvrir, d'apprendre, de s'enrichir, et puis d'une certaine manière, j'ai envie de dire, de sortir de chez soi et de se dire que voilà, pas très loin de chez moi, que ce soit dans ma région ou dans ma ville, il y a plein de choses à découvrir. Il suffit d'ouvrir les yeux, il suffit d'être curieux et on peut générer un téléphone. Et d'avoir un téléphone, hein, c'est ça. Hein. L'idée, c'est justement de donner aux membres d'une famille quoi faire pendant une visite. Donc, les adultes, normalement, admirent des choses, les enfants s'ennuient un peu. Ouais. Et donc, avec ça, on les tient interactives, intéressés, engagés. Une autre chose à dire, par exemple, du projet des Marion, c'est qui est lié à un projet de recherche qui est financé par la région Val-de-Loire et sur la cathédrale de Chartres. Donc, c'est un projet de recherche, donc c'est un volet de vulgarisation de ces recherches. Très bien. Donc, ce projet s'inscrit dans ce projet de vulgarisation. Tout à fait. Très bien. C'était intéressant de dire que voilà, ça prend vraiment une dimension. C'est un grand projet, tout à fait, financé sur plusieurs années de valorisation de la cathédrale de Chartres, dont les étudiants ont développé cette volée qu'on appelle jeux sérieux. Donc c'est un jeu qui nous permet Serious game, hein, c'est ça? Serious game, exactement. C'est vrai que quand on traduit en français, c'est autre chose, mais jeu sérieux, c'est exactement ça. Il est presque 15h, mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de nous avoir rejoints, que vous soyez sur le site humantechdays.fr, la chaîne YouTube ou la page Facebook, puisque vous suivez cette première conférence cet après-midi à l'occasion de cette tournée 2022, ici sur ce car podium de la région Centre-Val de Loire, et plus exactement dans la très belle ville de Blois. Nous parlons de nouveaux métiers, nouvelles pratiques pédagogiques au service de la valorisation du patrimoine. Je suis entouré d'une professeure en humanité numérique et de quelques étudiants et étudiantes. On poursuit la présentation de ces projets. Merci en tout cas Marion. Et Ariane, c'est à vous que je vais m'adresser. Alors vous, Ariane, vous êtes sur le projet Renaissance Encre. J'articule de façon à ce que l'on comprenne bien que c'est le mot encre qui nous intéresse, d'autant que vous travaillez en direction des jeunes, hein, c'est ça? Exactement. Nous, en fait, notre projet, il a été commandité par le CNRS. Alors, c'est le Centre de recherche national, mais scientifique. Pas spatial. Ouais, on ne lance pas des fusées dans l'espace avec de l'encre. On fait petit aparté, mais parce que tout à l'heure je vous ai dit, mais ça peut pas être le CNRS recherche spatiale, parce qu'il y a le CNRS aussi à Toulouse, et c'est là où Elena me dit, mais non, c'est scientifique. Et je comprends mieux la logique, vous voyez. Voilà. Ok. Poursuivez, Ariane. Ouais. Donc en fait, le projet, il s'inscrit dans la continuité de recherches qui ont été faites sur les encres à la Renaissance et comment est-ce que les encres, leur composition et la manière dont elles ont été utilisées pourraient servir à dater des documents ou à les identifier géographiquement. Et nous, on nous a demandé de faire en sorte de rendre ces recherches un petit peu obscures, plus accessibles au public. Et on a choisi un public scolaire, on va dire 10, 11, 12 ans. Donc ça va être à partir des écoles primaires, CM1, CM2, quelque chose comme ça. D'accord. Et donc on a décidé de faire des petits jeux vidéo accessibles sur un site en ligne qui est lié au projet. Qui va permettre en fait à une classe de travailler tous ensemble. Donc on a un petit côté cohésion d'équipe aussi qui est sympathique. Ouais, c'est pas mal, c'est très tendance à la cohésion. Très tendance la cohésion d'équipe. Et donc le but c'est de véhiculer ces informations scientifiques de manière ludique. Donc on a une frise chronologique à remplir pour comprendre l'évolution de l'écriture et de l'encre. On a un memory qui permet de mémoriser finalement des personnages, ça va être des botanistes, ça va être des imprimeurs, des gens qui sont en lien avec le monde de l'encre à la Renaissance, mais aussi des plantes qui ont permis de créer des pigments et des ingrédients colorés. Ah oui, les recherches vont très loin, quoi. Les recherches vont très très loin. Et les jeux les plus complexes et les plus aboutis, qui sont un petit peu notre fierté, s'appellent Créatio et Colorama. Et en fait, il faut suivre des recettes d'encre de la Renaissance et tenter de reconstituer des pigments, mais aussi des encres pour écrire. Et attention, il y a un petit piège, on a aussi mis une recette de confiture de coin de la Renaissance.
Ah bah ça va nous plaire. Ça c'est la petite cerise sur le gâteau, en tout cas la petite confiture sur le gâteau. Alors je ne savais pas, Elena, qu'on en apprend tous les jours. Hein. C'est aussi l'intérêt de ces conférences, c'est de s'informer, de se cultiver. Je ne savais pas que l'encre jouait un rôle prépondérant aussi dans l'histoire. Là, en l'occurrence, la capacité qu'ont les chercheurs à aller faire de la datation par le prisme de l'encre, c'est quelque chose d'assez singulier, non? Tout à fait. L'analyse des documents anciens, c'est un travail très interdisciplinaire qui a besoin de l'apport de sciences différentes, de la botanique, mais aussi de l'ADN du parchemin, par exemple, qui est la peau des animaux qu'on utilise. Donc il y a énormément de recherches sur la culture matérielle qui utilisent les numériques pour valoriser, pour dater, pour découvrir ces documents. Non, mais c'est vraiment très impressionnant quand on vous écoute parler, hein, toutes et tous. Nous, grand public, dont je fais partie, hein, je le dis franchement, c'est pas forcément des choses auxquelles on s'y intéresse, mais voilà, quand on s'y intéresse, quand on tend l'oreille, quand on lit, on se dit waouh, ça va vraiment loin. Mais c'est cette richesse mondiale, hein, c'est cette présence de l'humanité depuis des siècles. Là, en l'occurrence, on parle de la Renaissance, mais on pourrait aller beaucoup plus loin. En tout cas, c'est le projet Renaissance, hein, c'est bien ça. Renaissance. Très bien. Le petit jeu de mots, Renaissance et encre. Oui, on avait compris, Renaissance, mais c'est bien. On a ces jeux de mots. Hein. Moi, ça va, je valide. Hein. On ne m'a pas demandé mon avis, mais je valide quand même. Hein. Merci Ariane, en tout cas. Merci beaucoup. Et puis, on va donner la parole, Elena, à notre dernier étudiant. C'est notre ami Sébastien qui a attendu sagement son tour. Alors Sébastien, mets bien ton micro devant la bouche. Ça va Sébastien? Oui, ça va. Le soleil ne te cogne pas trop l'esprit? Si, un peu. Je vois. Je me dis, il a l'air un petit peu assommé. On va faire vite, il nous reste encore quelques minutes. Alors toi, ton projet, c'est Mission Orim Pat. C'est ça. Alors Orim, O-R-I-M, Pat, P-A-T. Oui, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec les chats ou les chiens. Non. Pas du tout. Alors explique-nous. Du coup, OrimPat, c'est une application qui est à destination des téléphones pour un public visé de collégiens, donc 3e, 4e. Alors garde bien ton micro dans l'axe de la bouche. Voilà, merci Sébastien. 3e, 4e. Et c'est commandité par le campus d'excellence PatMat. Ah, donc le Pat, c'est PatMat. C'est ça. Ok, d'accord. Et c'est aussi pour patrimoine. Aussi pour patrimoine. Du coup, OrimPat, c'est orientation, métier, patrimoine. Orientation, métier, patrimoine, d'accord. Donc voilà, c'est une application qui est destinée aux collégiens, là où ils commencent à se questionner sur leur orientation. Et le but, c'est de mettre en avant les métiers du patrimoine, de la culture et de la restauration qui sont peu mis en avant et qui sont très demandés en ce moment. Et pareil, Sébastien, pour vous, enfin vous personnellement, peut-être aussi les autres étudiants qui vous accompagnent, et on a vu, hein, c'est le dénominateur commun entre toutes et tous, il y a toujours un travail de recherche, de fond ou d'association. On a parlé tout à l'heure de musicologues. C'est ce qui fait aussi l'intérêt de ces projets, aller chercher des informations, aller prendre contact avec d'autres. Oui. Un peu. Oui, un peu. Un peu. Et Elena, qu'est-ce qu'on peut dire sur OrimPat, puisque Sébastien nous disait, nous, on va aller chercher des jeunes collégiens, donc des jeunes. C'est le futur, donc ce sont les générations de demain, et ce sont elles qui, du coup, diffuseront les infos au grand public, qui seront sans doute à votre place dans un avenir proche. Il faut aller les chercher. Donc, avec la collaboration avec les campus des métiers et du patrimoine, et effectivement, on travaille avec les lycées des professionnels, et on met en valeur toutes ces professions comme les tailleurs de pierre, la couture, les métiers de la restauration, tout ce qui peut effectivement mettre en valeur des métiers qui ne sont pas, notamment pas dans le visuel des étudiants, mais effectivement sont très recherchés, sont très en lien avec un savoir-faire qui nous a amenés au patrimoine qu'on a aujourd'hui. Et que pensez-vous de ce patrimoine? Alors, que peut-on dire véritablement de ce patrimoine que nous avons dans la région, même si vous voulez ouvrir et être plus large? C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, de rare, parce que là, pour le coup, la période estivale arrive, et vous allez tout de suite comprendre là où je veux en venir, c'est que cette période estivale permet aussi à d'innombrables touristes du monde entier, surtout que là on est sorti de la période Covid, de venir découvrir nos châteaux, tous ces édifices. Il y a vraiment quelque chose à faire, à mettre en place, à davantage développer. On l'a vu avec le numérique pour
Tout à fait. Pour valoriser, quoi. La valorisation, c'est aussi de donner aux personnes qui visitent l'endroit des connaissances plus en profondeur. Donc, c'est pas simplement, on ne s'arrête pas à ce qu'on voit de la rue ou qu'on peut voir en passant à vélo, mais on s'interroge et on essaie de voir la profondeur chronologique et des personnes et de l'histoire qu'on peut rencontrer sur nos pas et même pas sans le savoir. Donc, nos projets ont ce type d'objectif de mettre en valeur ce type de travail. Et en tout cas, ce sont des travaux assez exceptionnels dont ces 5 jeunes gens nous ont parlé en quelques minutes sur un exercice de prise de parole en public qui, pour le coup, n'est pas forcément facile quand on n'est pas aguerri à l'exercice. Donc, je vais quand même bien insister sur le fait qu'ils ont eu, ils ont eu la gentillesse de venir. Donc, Elsa, Rémi, Marion, Ariane et Sébastien sont respectivement, je le rappelle, sachez-le, étudiants en master humanité numérique. On a découvert cette notion avec vous. Elena, vous vouliez rajouter? Il nous reste quelques instants, peut-être pour conclure. Nos masters sont au Centre d'études supérieures de la Renaissance, au CESR. Vous avez des dépliants dans l'un des stands, celui du campus de Campmat. Et nous, on vise, avec nos recherches et nos masters, de mettre ensemble la valorisation, les patrimoines, la recherche et des métiers nouveaux qui s'est mis en place pendant qu'on le fait. Donc, être effectivement au forefront, donc vraiment à l'avant par rapport à notre société, aux besoins de notre société. Voilà, c'est le Centre d'études supérieures de la Renaissance qui a été créé en 1956 et placé sous la tutelle de l'Université de Tours, du CNRS, donc le Centre national de la recherche scientifique. Il y a Ariane qui me regarde avec un petit sourire en coin, et pas spatial, on est d'accord, et du ministère de la Culture. Voilà, ce sont les 3 grosses structures qui créent, qui regroupe ce centre d'études supérieures de la Renaissance auquel vous êtes très fière d'appartenir, j'imagine, Elena? Je suis très fière de diriger, je suis la directrice. Et oui, d'être la directrice aussi, je ne l'ai pas précisé, mais vous en êtes surtout la directrice. Donc c'est dire l'honneur que vous nous avez fait d'accepter cette invitation. Et c'était un réel plaisir en tout cas de vous avoir. Merci à toutes et à tous. Et nous allons vous proposer d'ailleurs de pouvoir revisionner, si vous le souhaitez, cette conférence, je le rappelle, sur la chaîne YouTube de l'événement Human Tech Days. Alors la chaîne YouTube, vous tapez Human Tech Days. Sur la page Facebook officielle, vous pouvez liker, commenter, partager. Pareil, sur la barre de recherche Facebook, vous tapez Human Tech Days. Et puis enfin, il y a le site officiel. Alors en un seul mot, bien évidemment, c'est humantechdays.fr. Et sachez que vous avez été vu par d'innombrables internautes qui sont là juste en face de nous. Voilà, il y a les caméras, on peut leur faire un petit coucou. Merci à tous les 5. Elena, avant de se quitter, vous vouliez rajouter autre chose? Peut-être remercier des collègues? Tout à fait. Je remercie d'abord tous les autres étudiants qui ne sont pas là, qui ont travaillé. Et, donc, je les choisis à la dernière minute. C'est très gentil d'être là. Et mes collègues qui supervisionnent, qui dirigent, qui encadrent tous ces projets des groupes et tous les stages qu'on fait. Donc, on a une belle équipe et on est fiers vraiment de travailler avec ce beau patrimoine et avec tous les partenaires culturels et sociaux avec lesquels on travaille. En tout cas, ça s'est entendu, vous en parlez avec beaucoup de passion et tant mieux parce qu'on a besoin aussi de vibrer, voilà, de vibrer bien haut. Merci à tous les 5, c'est ça, voilà, avec moi ça fait 6. Je vous souhaite un bon après-midi et on va se retrouver d'ici 15h30, d'ici quelques minutes pour la deuxième conférence de cet après-midi. Le thème c'est l'accueil au cœur de l'expérience touristique. 2 points, comment professionnaliser le conseil et l'orientation touristique par le numérique. Voici la problématique. Bien évidemment, nous y répondrons d'ailleurs avec Fabienne Lécuyer, directrice de la société Image à Tours. Et on va voir que là, pour le coup, le numérique est véritablement un effet d'aubaine pour la valorisation du patrimoine. Merci à toutes et à tous. Merci. Et puis à bientôt, j'espère. Merci. Et on se retrouve à 15h30. Merci Kamel, merci à l'ensemble de vos intervenants sur ce premier plateau débat sur streaming, sur les différents réseaux sociaux, la page Facebook, la page région Centre-Val de Loire et la page Human Tech Day. On va vous retrouver tout à l'heure pour un deuxième débat, comme vous le disiez, aux alentours de 15h30, ici même sur notre scène podium du village Tours, ainsi que celui de la région Centre-Val de Loire. Et puis pour tous ceux qui sont avec nous sur le site, eh bien, on vous invite à vous rendre du côté de nos partenaires locaux qui sont à votre disposition. Je vous rappelle que nous avons le Fun Truck qui est
aura l'occasion de présenter un tout petit peu plus tard, aux alentours de 16h30, les 5 gagnants, entre guillemets, de cette deuxième journée, qui présenteront bien évidemment leur entreprise. L'un d'entre eux sera donc sélectionné, sera le gagnant ou gagnante de l'étape ici même à Blois ce soir. Hier, c'était à Chartres et c'est Maison M qui avait donc remporté ce premier trophée, et il y aura une sélection régionale qui aura lieu la semaine prochaine. Ça sera jeudi prochain sur la dernière étape à Orléans. Voilà, on vous laisse également rejoindre nos amis du CRIJ. N'hésitez pas à rendre une petite visite avec 3 types de métiers qui vous sont proposés: le métier de l'énergie, les métiers du jeu vidéo et les métiers du transport. Voilà, ils sont équipés de caméras, d'appareils assez technologiques pour aller vous informer, nos amis du CRIJ qui sont à votre entière disposition. Bon après-midi, on se retrouve dans quelques minutes ici même pour un prochain débat. A tout de suite. Voilà, de retour sur la tournée HTD Live en région Centre-Val de Loire, et aujourd'hui notre village HTD Human Tech Day se retrouve à Blois. Nous serons jeudi à Tours et la semaine prochaine, mardi prochain, à Châteauroux, mercredi à Bourges, et la clôture de la tournée qui aura lieu bien sûr jeudi, ça sera à Orléans, place du Martroi. En attendant, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent ou sur les réseaux sociaux, sur le site internet de la région Centre-Val de Loire, et ici même où vous allez pouvoir assister à notre deuxième conférence qui va se dérouler dans quelques petites minutes avec les intervenants qui sont avec nous. L'accueil au cœur de l'expérience touristique. C'est vrai qu'on parle beaucoup de tourisme en région Centre-Val de Loire. Eh bien, comment professionnaliser le conseil et l'orientation touristique par le numérique? C'est ce qu'on va vous parler dans quelques instants. Je vous laisse donc ce débat. Je vous rappelle qu'à 16h30, il y aura la présentation donc de nos 5 startups sur notre food truck ici même dans notre village, et l'un ou l'une de ces jeunes entreprises sera sélectionnée pour Orléans et aura le premier prix de Blois. Ça sera donc tout à l'heure aux alentours de 16h30. Je vous laisse le débat quand vous voulez. On vous écoute. À tout de suite. Merci, rebonjour à toutes et à tous, ou bonjour à toutes et à tous si vous avez décidé de venir nous retrouver ici au cœur de la ville de Blois, dans l'hypercentre, sur cette très belle place de la Halle aux Grains, où il fait très beau aujourd'hui. On a vraiment une météo absolument superbe. On est très très bien ici sur le car podium de la région Centre-Val de Loire pour cette, hop là j'ai mes fiches qui s'en vont, pour cette tournée 2022 des Human Tech Days. Human Tech Days, c'est l'événement donc que vous suivez ici en direct sur le site internet, mais aussi sur la chaîne YouTube et la page Facebook, humantechdays.fr pour le site internet et Human Tech Days pour YouTube et Facebook. Voilà, vous pouvez liker, commenter, partager. Et puis merci au public, quelques publics qui est avec nous cet après-midi. Cette deuxième conférence, effectivement, s'intitule « L'accueil au cœur de l'expérience touristique ». Comment professionnaliser le conseil et l'orientation touristique avec le numérique. Je rappelle que le principe des Human Tech Days, c'est surtout de parler de l'apport du numérique dans la valorisation du patrimoine, mais aussi du tourisme. Et on verra que c'est vraiment déterminant. C'est véritablement là où tout commence à se jouer. Et on va parler aussi de l'écosystème de l'accueil. Parce qu'aujourd'hui, en somme, lorsque l'on est client d'un hôtel ou d'un restaurant ou autre chose qui aille en ce sens, eh bien, on attend plus que le fait d'avoir une clé ou une carte pour aller dans sa chambre ou par exemple avoir la connexion Wi-Fi. Ce qu'on veut surtout, c'est avoir des conseils. Tiens, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? Qu'est-ce que l'on peut visiter? Comment s'y rendre? Voilà, autant de questions qui souvent restent en suspens quand on n'a pas la chance d'avoir en face de soi ce qui est
de plus en plus rare, mais enfin quand même, d'avoir du personnel qui n'est pas forcément expérimenté en la matière. Mais on peut se former, c'est la bonne nouvelle. Alors pour ce faire, je vous demande d'accueillir nos intervenants. Fabienne Lecuyer qui est à ma droite. Bonjour Fabienne, je vous laisse prendre le micro, le mettre bien... Bonjour, vous allez bien? Très bien. Bon, bien près de la bouche encore une fois le micro. Vous êtes directrice de l'agence Image au pluriel pour le deuxième Image à Tours et fondatrice des applications Caravelle, hein, c'est ça? C'est ça. Et vous nous direz dans un petit instant comment vous informez, comment vous formez, vous accompagnez justement les professionnels du tourisme à l'amélioration du dispositif d'accueil. Et on va voir, c'est vraiment très très intéressant. Vous avez à votre droite Ala qui est qui est entre les deux intervenants. Ala, bonjour et bienvenue. Voilà. Bonjour Kamel. Voilà, n'hésitez pas encore une fois à mettre bien le micro comme ça. Voilà. Très bien, c'est bien noté. Je fais des petites formations à l'initiation du micro cet après-midi, j'aime beaucoup ça. Ala Sokolovski, c'est ça, hein, je l'ai bien prononcé. C'est parfait. Directrice de l'hôtel 4 étoiles Château Belmont de Tours, hein, c'est bien ça. Oui. Et vice-présidente du club hôtelier Touraine Hôtel. On va évoquer plein de choses avec vous. Et puis à votre droite, Mathieu Guénédal. Bonjour Kamel. Bonjour Mathieu. Alors vous êtes directeur de l'hôtel 4 étoiles Océania, l'Univers, donc pareil à Tours. Tout à fait. Et secrétaire du club hôtelier Touraine Hôtel. Donc effectivement, vous vous connaissez avec Ala, j'imagine. Enfin en tout cas c'est mieux vu que vous faites partie du même club. J'ose espérer que vous vous connaissez un petit peu, mais un petit peu, oui, vu que vous êtes arrivés en même temps, je me dis que c'est bon. Alors première question d'abord. Question plus générale avec vous deux, je vais commencer avec vous Ala. Qu'est-ce qu'on entend, parce que notre conférence cet après-midi, c'est l'accueil au cœur de l'expérience touristique. Comment professionnaliser le conseil, l'orientation touristique par le numérique? Quel constat on fait aujourd'hui en hôtellerie, en restauration, face à un personnel qui du coup, n'est pas formé aussi à connaître l'environnement culturel et touristique autour de lui? Comme vous le savez tous, on a de plus en plus de problèmes de recrutement. Ouais. Et on a un gros turnover dans nos métiers. Vous le voyez aussi beaucoup dans toutes les informations. Donc c'est assez compliqué, c'est assez difficile de fidéliser, avoir un personnel stable et qui connaît aussi l'ensemble des prestations qu'on propose dans la région. Donc, et aussi dans les métiers aussi du tourisme et de l'hôtellerie, il y a quand même, ça change beaucoup. Les gens, ils vont voyager dans différentes régions, donc ils en ont besoin de cet accompagnement, d'une formation autour des activités qu'on peut proposer. Le personnel de l'accueil, maintenant, les attentes de nos clients, c'est vraiment des vrais concierges. Quand ils viennent à l'hôtel, ils ont besoin des conseils, ils ont besoin de détecter, de connaître quelles sont les manifestations, les événements qui se passent dans le coin. Et cette information, si vous n'êtes pas du coin, si vous venez de Marseille, de Lyon et que vous n'êtes pas vraiment d'ici, parce qu'il y a une récurrence des événements tous les ans, mais néanmoins il y a des nouveautés, nouvelles prestations, et ce manque d'informations, elle impacte sur l'expérience finale du client. Donc on parle bien d'expérience d'ailleurs. Hein. Tout à fait. Ça c'est vraiment le mot-clé. Le mot-clé vraiment dans nos métiers, c'est l'expérience client, parce qu'on ne fait plus maintenant de donner une clé à un client. Il y a vraiment un accompagnement, c'est vraiment de s'intéresser au client, de savoir qu'est-ce qu'il a prévu pendant ce week-end, qu'est-ce qu'il va faire, et l'accompagner jour au jour pendant son séjour chez nous. C'est vraiment nos métiers qui ont énormément évolué. Alors, vous faisiez un parallèle avec l'actualité, hein, en disant qu'effectivement, ce sont des métiers en tension. Aujourd'hui, l'hôtellerie, la restauration, pour ne citer que, mais il y en a d'autres. J'écoutais et je lisais ce matin qu'il y a 300 000 postes à pourvoir en hôtellerie-restauration. Hein, c'est dans l'actualité du jour. Donc, en même temps, il faut mettre en corrélation cette situation où l'on a du mal en hôtellerie-restauration, entre autres, de fidéliser, de garder le personnel pour X ou Y raison. Hein. On est vraiment dans l'après-crise Covid où ça a profondément bouleversé les habitudes, où il y a une espèce de changement de paradigme qui s'opère. Mais en même temps, il y a ce besoin aussi de répondre à cette demande de la clientèle qui vient visiter nos châteaux de la Loire, par exemple, et qui veut plus qu'un plat de steak frites quand il dîne au restaurant, quoi. Complètement. Et il n'y a pas que les châteaux de la Loire, parce que la région centre, elle a des merveilles que parfois on ne les connaît pas. Et il n'y a pas que les châteaux. Il y a les vignobles, il y a plein de fermes à découvrir à nos clients. Et tout ça, ça passe aussi par une formation
touristique de nos équipes. Alors Mathieu Guénédal, quand on a fait ce constat posé à l'instant avec Ala, votre camarade, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, quand on a fait ce constat, on se dit bon, effectivement, la clientèle en veut plus. J'imagine que le réceptionniste ou la réceptionniste, qu'on appelle de plus en plus les welcomers, c'est-à-dire celles et ceux qui font la bienvenue, on va dire. Oui, mais alors moi on me demande quel est le lieu sympa à visiter, comment s'y rendre. Moi je sais pas, je connais pas. Quand on est directeur d'un hôtel tel que le vôtre, comment on fait et comment on répond à ces attentes, à la fois de la clientèle et du personnel? On va tout simplement aller chercher des prestataires, des personnes qui vont pouvoir nous accompagner, parce qu'en plus aujourd'hui, le numérique prend beaucoup de place, prend une place assez importante, que ce soit pour le client ou nos welcomers. Et pour le coup, on va aller chercher soit une application, soit quelque chose qui va nous permettre déjà d'avancer dans l'ère d'aujourd'hui, dans l'ère du temps, ouais. Et d'avoir quelque chose qui va être plus ludique, plus intéressant, où le welcomer va avoir une interaction avec son client. Et pour le coup, voilà, on va chercher effectivement une application assez simple, assez facile pour la prise en main déjà du réceptionniste, de l'agent d'accueil et pour le client également aussi. Donc ça se passe là, comme on l'a dit, et c'est tout l'objet de ce rendez-vous des Human Tech Days. Ça se passe par le numérique. Donc on voit bien l'émergence du numérique depuis quelques années, mais le phénomène d'accélération aussi. Oui. Et ça, vous le mesurez, vous? Tout à fait, tout à fait. On le sent de plus en plus avec notre clientèle déjà. On a des clients qui sont hyper connectés, téléphone, tablette, ordinateur. Le Wi-Fi aujourd'hui est primordial dans nos établissements, mais on n'est plus sur du Wi-Fi ADSL. Maintenant, on va chercher la fibre de façon à pouvoir se connecter avec plusieurs appareils sans aucun problème, avec une fluidité de navigation. Et donc pour le coup, effectivement, on va chercher aussi à développer des prestations comme Caravelle, par exemple. Alors, on va en parler dans quelques instants, Fabienne, parce que vous êtes justement à l'origine de cette application Caravelle. Vous avez fait ce constat dont on parle, que l'on met en exergue depuis quelques minutes, et vous vous êtes dit, on va agir, je vais développer un dispositif permettant justement aux professionnels de pouvoir répondre favorablement à cette demande et de former aussi le personnel. Juste avant, est-ce qu'on peut parler d'écosystème de l'accueil? Parce que l'accueil ne commence pas forcément que lorsque j'arrive à l'endroit voulu, donc un site touristique, hôtel, restaurant, encore une fois, pour citer que ces exemples, mais ça commence dans la rue lorsque j'ai un panneau de communication. Alors approchez bien le micro, Fabienne. Bien sûr, on peut même encore imaginer, un peu plus. On peut même imaginer que chaque habitant accueille et que l'expérience du touriste se fera également à travers l'accueil qu'il va recevoir des passants, etc. Je voudrais juste compléter ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui. Il y a une espèce de concomitance en ce moment de différentes choses. Il y a effectivement un besoin de connectivité qui s'accroît de la part de la clientèle. Il y a l'effet de la crise qui agit comme un accélérateur. C'est ça. Il y a aussi l'évolution des métiers de la réception qui était déjà entrepris avec une digitalisation des tâches, une perte progressive des tâches à faible valeur ajoutée. Et on ne peut que s'en féliciter finalement. Enfin, de mon point de vue, finalement, on ne donnera plus les cartes demain. Je veux dire, on ne fera plus le check-in, check-out. Tout ça, c'est... Je veux dire, au contraire, on va recentrer la mission du réceptionniste sur la mission du welcomer. Comme disait Mathieu. Ouais, alors, c'est intéressant ce que vous dites parce que je vous ai vu, je vous ai surtout entendu dire tout à fait Ala. Ça veut dire que ces tâches qui étaient récurrentes et peut-être peu valorisantes, aujourd'hui, ces métiers donc d'accueil, dans l'accueil, prennent une nouvelle dimension. On est en train de monter en gamme aussi à ce niveau-là. Bah oui, complètement. Et en fait, vous disiez tout à l'heure, donc il y a le séjour, pendant le séjour, mais il y a le avant séjour. Et effectivement, toute cette partie digitale, le numérique a pris une position assez importante dans l'hôtellerie. Il y a plein d'applications qui nous accompagnent justement dans ce changement
changement, où on va informer le client en amont en disant voilà, vous arrivez telle date à telle date, si vous avez envie de visiter des choses. Aussi, il y a Booking, TripAdvisor qui pousse aussi de l'information touristique aux clients. Néanmoins, donc il y en a avant, il y en a un pendant, et le pendant, c'est là où c'est le plus important, parce que le pendant, c'est l'être humain, parce que même si vous avez le digital qui va vous pousser de l'information, c'est le pendant le séjour où vous avez vraiment l'être humain qui va vous conseiller, qui va vous accompagner, et cette expérience, c'est vraiment, on revient à l'humain qui est très important dans le séjour d'un client, que ça soit dans l'hôtellerie, mais que ça soit aussi dans toutes nos activités touristiques, que ça soit aussi au restaurant quand vous allez visiter un château. C'est important cette phase de pendant pour que le client soit bien pris en charge, et soit bien accompagné. Ouais. Alors j'aime bien ce que vous dites. Et le après aussi. Il ne faut pas l'oublier, l'après, parce qu'il y a le après aussi. Pour pouvoir le fidéliser, pour le faire découvrir de nouveau la région et qu'il revienne, parce que justement, tout ce parcours client, il a été très bien accompagné. On verra d'ailleurs dans la prochaine conférence de 17h30, ce sera la dernière, on verra aussi que ce parcours client est très important, déterminant là encore. Et je rebondis sur vos propos que vous venez de développer à l'instant, Ala, et c'est vers vous, Mathieu, que je me tourne. Ce qui veut donc dire qu'on ne peut pas, on ne doit pas opposer l'hyper-digitalisation de la société et l'humain. Il y a une réelle complémentarité entre les deux. C'est-à-dire qu'on a aussi besoin, comme vous le disiez il y a quelques instants, besoin de maintenir ce lien humain. De toute façon, hein, c'est ce qui nous caractérise en tant qu'espèce humaine. Mais c'est dans la complémentarité qu'il faut aller, Mathieu ? Tout à fait. Tout à fait. Il faut, effectivement, comme disait Ala, l'humain est très important. Il faut se recentrer aussi. Le client, dans son expérience, recherche aussi le contact, puisque quand le client arrive sur une ville, va s'adresser au réceptionniste, au welcomer. Pour lui, le client ne sait pas que la personne est là pour la saison et qu'en fait c'est un Parisien ou c'est un Marseillais. Donc c'est quelqu'un qui vit dans la région et qui va chercher à partager l'expérience de cette personne locale, en fait, pour le coup. Et le digital va accompagner, va venir par-dessus pour parfaire l'expérience et pour pouvoir avoir une homogénéité sur l'ensemble du parcours client. Ouais, c'est sûr. Alors, homogénéité, voilà aussi un mot très pertinent, Fabienne. C'est ça, c'est homogénéiser, c'est être cohérent dans ce que disait aussi Ala tout à l'heure, l'avant, le pendant, l'après. C'est tout cela, ça s'imbrique, ce sont des suites logiques. Moi, je suis vraiment convaincue, bon, forcément, je viens un peu du numérique, mais je suis vraiment convaincue raison de plus. que c'est une opportunité pour valoriser ces métiers, pour redonner du sens et redonner du contenu à la relation humaine. Ouais. Parce que c'est vrai que finalement, donner une carte ou quoi, c'est une relation limitée. Et c'est pas super gratifiant pour le collaborateur. Moi, je suis convaincue que si on arrive à transformer petit à petit, mais c'est quand même la mission de Garavel, donc c'est ambitieux, mais bon. Si on arrive à transformer petit à petit le collaborateur en conseiller en séjour, en accompagnant du visiteur, là, on redonne du sens à son métier et on retrouvera des collaborateurs. Voilà. Moi, en tout cas, vous le dites avec force et conviction. Ouais. Là, on n'a absolument aucun doute quant au fait que voilà, vous êtes hyper convaincu de ce que vous dites. Ouais. Et à juste titre d'ailleurs, puisque effectivement, vous avez créé, vous, les applications Caravel. Vous nous expliquez ce qu'il faut comprendre par ces applications. Et Ala et Mathieu, d'ailleurs, si ils et elles sont là, c'est bien parce qu'ils sont utilisateurs de ce dispositif que vous avez créé par rapport à ce constat que l'on vient d'évoquer, Fabienne. Absolument. Image a commencé avec de l'affichage dynamique touristique, donc avec des écrans qui sont situés dans des hôtels, dans des grands sites de visite, des offices de tourisme, voilà, et sur lesquels nous diffusons des films des sites touristiques. Mais là, ce sont les sites qui veulent prendre la parole. C'est une forme de modèle économique publicitaire, si on peut dire. Ça. Et je me suis rendu compte, dans les établissements où ils étaient installés, que les collaborateurs souvent découvraient la région à travers les écrans. Et moi, ça, c'était un peu le double effet, non complètement... Le double effet qui se coule. Le double effet qui se coule. J'ai dit, bon, là, il y a un blême, il y a un problème. Ouais. Si on peut, on va essayer de les aider. Et à ce moment-là, parce que je pense que tout est toujours une question de synchronicité, à ce moment-là, les données touristiques ont commencé à s'ouvrir. Donc tout à l'heure, on sera amené à parler des données, mais
c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on a pu commencer à réfléchir à des outils qui permettraient de donner de l'information facilement et, je veux dire, une information un peu exhaustive sur ce qui se passe. Et progressivement, l'idée, c'est de donner de l'information de plus en plus personnalisée, d'être capable de la sélectionner en fonction des goûts des clients, etc. et d'amener le collaborateur à comprendre les besoins de son client, à faire un peu de profilage en fait, et à lui faire des recommandations un peu précises, un peu précieuses. Et à ce moment-là, franchement, c'est un chouette métier, quoi. C'est super. Voilà. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'on vit vraiment l'époque de la personnalisation de plus en plus? Est-ce qu'on peut dire ça? Là, je vous pose la question. Alors, je vais rebondir sur les propos de Fabienne. Parce que, effectivement, Fabienne, c'était à quelle année que tu as ouvert 2009. 2009, Fabienne, quand elle a mis en place ces écrans, c'était vraiment on va dire, le précurseur du numérique. Celle qui a mis en place, celle qui a digitalisé à travers ces écrans, déjà, c'était le premier pas dans l'hôtellerie. Parce qu'en mettant ces écrans, déjà les accueils, parce qu'on parle du club hôtelier, donc le club hôtelier Touraine Hôtel, donc c'est plus de 60 hôtels en Touraine, de 2 à 5 étoiles. Donc c'est Tours et les environs de Tours. Donc on reste sur le 37. Donc Fabienne est arrivée en 2009 donc, avec ses écrans. Tout à fait. Ça a révolutionné complètement, ça a révolutionné parce que ça fait découvrir l'ensemble de nos clients et de nos équipes. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi, nos équipes, elles sont aussi étrangères parfois. On n'a pas que des personnes, des Français qui sont à l'accueil. Donc ils ont vraiment découvert les prestations et les services à travers les services proposés par la région et les différents sites touristiques à travers les écrans que Fabienne à l'époque elle les a proposés. Alors ça c'était le début. Aujourd'hui on allait beaucoup plus loin. Vraiment le début. Là on est allé beaucoup plus loin et effectivement avoir cette proposition auprès de notre personnel, pouvoir l'accompagner pour pouvoir aller plus loin avec des outils numériques et faire quelque chose de assez ludique comme il disait Mathieu tout à l'heure, c'est très important dans nos métiers. En tout cas, vous nous le prouvez aujourd'hui. Alors, il y a un triptyque, et puis je reviens vers vous juste après, Mathieu. Mais Fabienne, d'abord, il y a un triptyque dont vous m'avez parlé, le fameux triptyque des applications Caravelle. C'est informer, former, accompagner. Et vous m'aviez dit au téléphone, quand on s'était eu pour préparer cette conférence, qu'aujourd'hui, vous mettez vraiment l'accent sur la formation. Hein, on en avait parlé de l'importance de la formation. Oui, toujours, si vous voulez, de constat en constat et de pivot en pivot, comme on dit. Oui. L'affichage dynamique, ça reste un must, à mon avis, pour le touriste. Mais c'est vrai que c'est aussi la preuve que les collaborateurs ont besoin d'informations. Donc on a commencé par faire cette interface d'information et d'assistance au quotidien pour les réceptionnistes qui leur donne de l'information et qui progressivement leur donne de plus en plus de filtres et de possibilités de répondre aux besoins précis de leurs clients. Alors on l'a appelé Caravelle Welcomer, donc là... Non, on ne se demande plus pourquoi on l'a appelé Caravelle Welcomer. Ouais. C'était l'époque où Accor venait d'inventer ce métier. Ou, du moins, le groupe Accor qui est à l'origine de ce terme Welcomer, c'est ça? Je crois, au Brésil. C'est ça, effectivement, oui, tout à fait. Vous confirmez, Mathieu? Tout à fait. Et alors, donc aujourd'hui, la formation est... Et on a doublé, cette interface d'une application que peut télécharger le client et sur laquelle, lorsqu'il se balade, il ne sera pas livré à lui-même. L'hôtelier peut continuer à l'accompagner en lui faisant télécharger une application qui s'appelle Caravelle Discover, ce coup-ci. Pour la découverte. Alors, donc nous en étions là. C'est une interface sur laquelle on mise beaucoup et qu'on enrichit. Et là, on va introduire la billetterie. Mais on s'est rendu compte aussi que finalement, on était juste part d'une mutation des pratiques, d'une évolution des métiers. Et que, en tant que tel, il fallait accompagner cette transformation. Oui, c'est-à-dire que c'est bien beau de développer de nouveaux outils dans la digitalisation, mais encore faut-il pouvoir accompagner. Voilà. Et puis la formation, c'est aussi très difficile, la formation touristique. Alors Alain peut nous raconter, parce qu'elle organise des choses formidables pour motiver ses équipes autour de l'information touristique, tellement elle ressent ça comme un besoin. Mais c'est très difficile parce que l'information touristique, nécessairement, ce n'est pas pérenne, c'est quelque chose qui évolue
évolue tout le temps, qui est lié à la localisation. Donc il faut faire de la veille permanente alors. Et lorsque le collaborateur s'en va, eh bien, ses connaissances deviennent obsolètes. Ouais. Donc la donnée nous a permis de résoudre une partie de cette difficulté avec le Welcomer, mais on s'est rendu compte qu'il fallait peut-être sensibiliser en amont les utilisateurs, leur donner des clés en fait, et puis aussi les amuser, leur donner l'envie. Voilà. Et donc là, on sort le learner, je vais pitcher tout à l'heure, on sort le learner qui est un serious game en fait, à base de la donnée touristique, donc contextualisée en fonction du lieu où se trouve l'apprenant, et qui va pouvoir se tester, s'amuser, se challenger pour comprendre le territoire et l'offre touristique proposée en quelques heures. Voilà. Donc ma promesse aux hôteliers. Alors, justement, je vous promets. Je vais donner la parole à Mathieu, qu'on n'a pas beaucoup entendu. Mathieu, puisque vous êtes directeur d'hôtel, je le rappelle, comme Alain qui est à votre gauche. Comment c'est reçu par les équipes tout ça alors aussi quand on a des saisonniers qui n'ont pas vocation à rester dans la durée, mais peut-être seulement sur la période estivale, qui commence. C'est reçu comment? En premier lieu, c'est un frein, parce que c'est quelque chose qui est encore novateur, qu'on ne connaît pas trop forcément encore. Donc la nouveauté freine un petit peu. Donc c'est vrai que ça a été, au début, ça a été un frein. Et après, il y a eu un accompagnement, il y a eu une formation. D'accord. Parce qu'une tablette ou n'importe quelle application ou moyen digital sans accompagnement, sans formation, va rester dans un coin de la réception, peut rester dans un coin d'un hall d'accueil ou autre, ne sera jamais utilisé. Alors que si vous accompagnez vos collaborateurs et si vous accompagnez vos welcomers et dans la bienveillance surtout. Et dans la bienveillance, vous allez le welcomer va prendre. Au début c'est un frein. Voilà. Mais quand il va prendre ses marques sur cette nouvelle application, sur ce nouveau jouet, j'ai envie de dire, et ça va y aller tout seul en fait. Il y a une forme d'exaltation, d'émulation qui peut arriver juste après. Tout à fait. Ouais. Après, une fois qu'on a bien pris en main cette tablette, c'est même plus pour le coup le réceptionniste qui va venir accompagner le client en disant regardez, on a la tablette Caravelle, vous avez combien de temps, vous avez combien de jours, et là pour le coup le réceptionniste prend une longueur d'avance, un petit train d'avance par rapport au client qui voulait poser la question de savoir ce qu'il avait à faire. Et là, c'est un point, j'ai envie de dire, gagné dans l'expérience client, puisque pour le coup, on va en avant de la demande du client, on répond avant même que le client ait posé la question. Donc on est dans l'anticipation. Tout à fait. Ouais, toujours l'anticipation, c'est un peu comme aux échecs. Il faut toujours avoir un coup d'avance, si je peux faire une analogie avec les échecs. Je reviens vers vous dans un instant. En tout cas, sachez que si vous venez de nous retrouver, que ce soit sur le site humantechdays.fr, le Facebook ou encore YouTube, et vous ici, dans le public, ici au cœur de la ville de Blois, sur cette belle place de la Logrin, nous évoquons dans cette conférence, et encore pour une dizaine de minutes, l'accueil au cœur de l'expérience touristique, comment professionnaliser le conseil et l'orientation touristique, donc vous l'avez compris, par le numérique. Et c'est très passionnant tout ça, parce qu'il y a une réelle révolution là aussi qui s'opère depuis quelques années. On a parlé d'accélérateur il y a quelques instants avec l'effet Covid, l'effet post-Covid, et puis une demande des clients. Alors j'ai une question à vous poser, Alain. Il s'agit bien évidemment clairement de dire les choses. On ne vient pas supplanter le travail d'un office de tourisme ou d'un guide touristique. Attention, je vais loin. Mais l'idée, c'est d'apporter un minimum d'informations pour pouvoir éventuellement chercher une complémentarité chez des professionnels. Complètement. En fait, je pense que chaque acteur du tourisme a son rôle, a sa mission. Et l'office de tourisme, on va dire, c'est vraiment l'expert de la connaissance touristique de la région. Nos welcomers ou nos concierges ou nos équipes de peuvent orienter aussi en direction Ils peuvent orienter, bien sûr. Il y en a ceux qui sont passionnés, ils vont être même plus forts que l'office de tourisme. Ah oui. Après, il y en a c'est parce qu'ils sont passionnés Après, ils peuvent démissionner et aller bosser à l'office de tourisme. Attention, tout à fait. Mais en tout cas, c'est pas l'objectif. Je pense qu'on se retrouve tous. On a chacun notre mission et on peut vraiment conseiller. Notre métier, ce sont déjà des métiers de service, c'est le métier de prendre en charge le client, l'accompagner et lui trouver ou lui l'accompagner pour trouver son souhait ou trouver
la destination ou l'événement qu'ils souhaitent faire dans la région. Alors j'ai posé cette question, vous avez vu la réaction de Fabienne, hein, je m'y attendais. Donc Fabienne, oui. je vais vous interroger. C'est de la complémentarité. D'accord. C'est la question. Non, mais effectivement, je pense qu'on doit voir le tourisme comme un immense réseau dans lequel chaque acteur est partie prenante et dépendant des autres. C'est comme ça, hein, notre réseau d'image-image, ça s'est passé comme ça. Les uns font de la promo pour les autres et ça démultiplie la communication et son pouvoir. De la même manière, nous avons des espaces sur le Welcomer dédiés aux offices de tourisme. Nous avons prévu dans le jeu des espaces, des informations qui viendront des offices, s'ils le veulent, bien sûr. Hein. C'est une proposition. Mais nous, au contraire, on relaie. Nous ne faisons que relayer de l'information qui nous vient, et ne l'oublions pas, qui est collectée par les institutionnels, par les offices de tourisme, par les ADT, par le CRT. Donc nous le relayons et nous sommes tout prêts à porter leur message jusque sur le desk des établissements d'hébergement. C'est même notre mission quelque part. Voilà, donc tout ça doit, je pense, se passer à terme extrêmement limpidement. Bah c'est le cas déjà, et puis on imagine que c'est de bon augure aussi pour la suite, puisque tous ces acteurs du territoire doivent s'allier, marcher main dans la main, hein, que ce soit public ou privé, peu importe. L'idée, c'est de s'associer parce qu'effectivement, on a besoin de maintenir cette dynamique du territoire. Ça participe vraiment à la dynamique du territoire, Fabienne ? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et puis, on parlera aussi tout à l'heure des opportunités qu'offre la donnée pour aller bien au-delà du territoire où nous sommes. Oui, ce sera la dernière conférence. Mais bien sûr, je veux dire, plus nous serons tous de bons accueillants, plus nous donnerons de belles expériences à nos clients, où que ce soit, plus nous sommes complémentaires, plus on fera avancer, je pense, le pari d'une région gagnante. Alors, Alain, c'est une région gagnante. Je voyais aussi valider avec la tête les propos de Fabienne. Plus nous travaillerons ensemble, plus nous serons complémentaires, plus ça bénéficiera à tout le monde. C'est ça. Et même en tant que directrice d'hôtel, vous avez votre rôle à jouer. Tout à fait. Chacun, comme Fabienne elle disait, chacun est partie prenante dans le développement de la région, dans cette expérience qu'on offre à nos clients. Donc chacun amenant sa pierre à l'édifice fait que derrière on fait une belle expérience. Et on peut y aller encore plus loin parce que on accueille des clients étrangers. Ça vous l'avez dit. On parle pas que de la clientèle locale, mais plus nous on sera fort dans notre proposition, on va accompagner le mieux le client. Après derrière, les clients étrangers ils reviendront. On parle aussi de toute la France. On ne va pas uniquement de se dire régional, mais on peut se dire que c'est l'image qu'on véhicule. Ça peut être le niçois, comme le strasbourgeois ou comme le brestois. Tout à fait. Et on véhicule une image derrière pour à l'étranger et en local sur la France, sur notre tourisme en général. Et donc Mathieu, vous vouliez ajouter et aller en ce sens ? Ce serait quand même une fierté que tout ça débute en Centre Val-de-Loire quand même. Ah bah oui, bien sûr. Bah oui, mais c'est souvent comme ça que ça commence. Hein. Voilà, c'est sûr. Non, c'est juste, je voulais rebondir là-dessus. Bah, vous avez bien fait, parce qu'on a une très belle région dont on est très fiers. Et valoriser tout ça, c'est important, parce que on parle de tout. Hein. On parle de sites touristiques, on parle de quoi encore d'activité, Fabienne, c'est quasi non exhaustif, j'ai envie de dire. Oui, et puis nous avons la chance d'avoir une région avec un tourisme très culturel. C'est vrai. Donc ça nous impose aussi d'être un peu à la hauteur et de savoir ce qui s'y passe et d'être capable un petit peu de piloter les clients. Voilà, je pense que c'est normal aussi que la région centre soit au cœur de ce projet. Parce qu'on a beaucoup de sites à faire connaître. Et puis, une chose que nous n'avons pas dite, c'est que on a besoin de la diversité des visites. On a besoin d'enrichir le discours des welcomers avec des sites qui sont peut-être moins connus, et plus on formera les réceptionnistes, plus ils connaîtront, plus on répartira les visites. Et on aura des visites dans des sites
un peu moins fréquenté. Et on équilibrera aussi les richesses du territoire. Mais ça, c'est ça. Et économiquement, tout ça, ça se tient. Et économiquement, ça se tient parce qu'il y a aussi des créations d'emplois, une dynamique économique locale, régionale, touristique. Enfin voilà, tout cela s'imbrique merveilleusement bien. Et c'est en tout cas tout l'enjeu de cette conférence. C'était ce que nous voulions mettre en exergue, mesdames et messieurs. L'accueil au cœur de l'expérience touristique. En tout cas, nous l'avons vu par le prisme de nos deux invités. Je vais rappeler que Mathieu Guénédal est directeur de l'hôtel 4 étoiles Océania l'Univers à Tours et secrétaire du club hôtelier Touraine Hôtel. Vous, Alain, vous êtes directrice de l'hôtel 4 étoiles Château Belmont à Tours et vice-présidente de cette même structure dont je viens de parler. Merci à tous les deux d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup. C'était un réel plaisir d'avoir vos expériences de directeur et directrice d'hôtel. Et puis vous, Fabienne Lecuyer, que je vais avoir le plaisir de retrouver pour la dernière conférence tout à l'heure à 17h30. On va parler de la collecte de données touristiques, la data. Et on verra que ça aussi, ça participe... C'est la même chose, hein, finalement, tout se recoupe. Merci Fabienne, merci à tous les deux. Merci. Et puis nous nous retrouvons d'ici 16h30 pour la troisième conférence de cet après-midi. On va entre autres parler d'art numérique. Vous allez voir, c'est aussi très passionnant, l'art numérique, par le biais du château de Beaugency dans le département du Loiret. Très très beau château aussi à visiter. Et on va voir que l'art numérique, ça permet aussi de sortir de sa zone de confort et de proposer autre chose à la clientèle. Et ça rejoint ce que l'on disait. L'idée, c'est d'aller toujours plus loin et d'accompagner cette forme d'exigence, mais elle est bienveillante et on est bien d'accord de se mettre au diapason. Merci à tous les trois et à tout à l'heure, Fabienne. Merci. Merci à vos intervenants, merci à vous. Bienvenue pour ceux qui nous rejoignent sur le village HTD Live Tour 2022. Dans quelques minutes, nous aurons la présentation sur le food truck ici de notre village, le concours Fun Truck pour soutenir les projets innovants avec des startups qui vont se présenter. 5 ont été sélectionnés, puis nous remettrons le prix du lauréat de la ville de Blois pour ce village. Ça sera tout à l'heure aux alentours de 18h, juste avant la clôture de notre village. En attendant, eh bien, promenez-vous, discutez dans les différents stands d'information avec les acteurs locaux de ce village tour HTD ici même à Blois. Je rappelle que nos amis du CRIJ sont à votre disposition et donc la présentation des projets innovants soutenus avec le concours de ce Fun Truck. C'est dans quelques petites minutes et à tout à l'heure pour le prochain débat. Bien, mesdames et messieurs, nous allons reprendre notre cycle de conférences. Il est 16h, passé de 35 minutes. Nous sommes toujours en direct sur notre réseau social Facebook Human Tech Days, la chaîne YouTube également et le site officiel de l'événement humantechdays.fr. Alors on va se retrouver tout de suite et en direct sur nos réseaux. Vous allez pouvoir suivre cette conférence, troisième conférence sur le site internet, nos réseaux sociaux, toujours ici en direct de ce car podium de la région Centre-Val de Loire, au cœur de la ville de Blois, où nous sommes depuis le début de cet après-midi, sur la place, cette très belle place, la Halle au Grain. On est décidément très très bien ici, voilà, pour vous planter le décor. Donc, cette conférence que nous commençons tout de suite s'intitule « Découvrir ou plutôt redécouvrir ». J'ai mes petites fiches qui s'en vont. Découvrir ou plutôt redécouvrir le patrimoine autrement grâce à l'art numérique. On va faire un retour d'expérience du château de Beaugency, château de lumière. Il y a bien virgule château de lumière, qui est l'un des châteaux de la Loire d'ailleurs, situé à Beaugency dans le Loiret. Et c'est aussi un centre d'art numérique. Parce que je rappelle, si vous venez de nous retrouver, cet événement Human Tech Days laisse la part belle à l'apport du numérique, du digital dans la valorisation de tout ce qui est site touristique, enfin les lieux touristiques, les lieux culturels, les édifices patrimoniaux. Nous en parlons depuis le début de cet après-midi. À mes côtés, à ma droite, il y a Anne-Sophie Acoma qui est là. Bonjour Anne-Sophie. Voilà, le micro est sur on. Vous pouvez parler. Bonjour, ça va bien? Bonjour, merci. Oui, ça va très bien. Merci en tout cas d'avoir répondu favorablement là aussi à cette invitation. On va évoquer avec vous plein de choses. Donc je rappelle que vous êtes propriétaire du château de Beaugency depuis 2020, c'est bien ça?
Ça fait tout juste 2 ans. Il y avait d'ailleurs, lorsque j'ai préparé cette conférence, un beau papier dans le journal Le Parisien, un article qui parlait de vous et qui titrait d'ailleurs « Le château de Beaugency, nouvel écrin de l'art numérique ». On y apprend par exemple que vous misez beaucoup sur l'art numérique, on va voir ce que c'est, pour le rendre encore plus attrayant, pour casser un peu les codes en fait. J'ai le sentiment que c'est un peu ça l'art numérique, en tout cas ce que vous proposez au château de Beaugency. Alors Anne-Sophie, première question somme toute assez basique, qu'est-ce qu'on entend par art numérique? C'est un art nouveau qui existe depuis peu ou qui existe déjà depuis un petit moment? Je vous laisse prendre votre micro. Oui, bien sûr. Alors, l'art numérique, effectivement, il est récent dans le sens où le sujet du numérique est plutôt récent. Maintenant, c'est un art qui est assez multiple, c'est-à-dire qu'il va prendre tout un tas de formats. Mais disons qu'au départ, c'est un art automatiquement qui est conceptualisé ou assisté en tout cas par des ordinateurs. Donc c'est vraiment là-dedans qu'il puise son essence. Donc on va retrouver essentiellement des œuvres qui vont être à un moment donné pilotées par un ordinateur et qui vont prendre des formats plutôt de l'image principalement, ou en tout cas pour nous ce qui nous concerne de la mise en lumière. Mais il y a une diversité d'art numérique. Donc ça veut dire on part d'une œuvre déjà existante et on va tâcher d'y apporter quelque chose de nouveau, de quoi la déformer, la mettre en lumière, au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs là pour le coup. Alors par exemple, dans le cadre de la mise en lumière des façades, effectivement, on va partir de l'architecture qui existe et puis on va venir effectivement mettre des effets dessus, donc soit la recoloriser, soit la déformer, mais on peut aussi partir d'une structure, disons plutôt plastique, qu'on va mettre en lumière ou qui va être le support d'une mise en lumière. Nous, on a énormément, on a 16 œuvres au château qui, on va dire, traduisent d'une partie de l'art numérique, mais on va avoir des projections, donc on peut retrouver sur les bâtiments emblématiques des villes, les cathédrales, qu'on retrouve souvent l'été avec ces mises en lumière un peu monumentales des façades, mais on va aussi retrouver des objets plus plastiques dans l'espace public, ou nous, comme on propose au château, des formats plus qui ressemblent à des sculptures et ce qu'on va appeler des installations lumineuses. Ouais, c'est ça. Alors c'est très tendance, j'imagine, surtout en cette période estivale où on retrouve beaucoup cette déclinaison de spectacles son et lumière. Les spectacles son et lumière font partie de l'art numérique, on peut dire ça comme ça? Alors nous, en tout cas, on considère effectivement qu'ils en font partie. Moi, je serais tenté de le dire comme ça. Oui, c'est vrai. Alors, c'est-à-dire qu'il y a quand même, évidemment, c'est une œuvre d'art qui est projetée et qui a une nécessité, comme je disais tout à l'heure, d'être conceptualisée. Donc, on va créer tout le contenu, en fait, nous, avec des ordinateurs. Et ensuite, on a des logiciels qui nous permettent d'adapter ces images au monument. Mais ça, c'est quelque chose que vous avez créé, c'est quelque chose que vous êtes en train d'inventer ou plutôt réinventer? Est-ce que c'est plutôt la réinvention qui irait mieux? En tout cas, essayer d'aller plus loin. Alors, c'est quelque chose qui existe depuis un certain temps. On va le retrouver par exemple à la Fête des Lumières de Lyon depuis plusieurs décennies même maintenant, je dirais. C'est vrai. Gros événement à Lyon. Oui, tout à fait. L'année dernière, par exemple, on a proposé sur la cathédrale Saint-Jean l'œuvre Iris, par exemple. C'est un des bâtiments emblématiques un peu de la ville. D'accord. Après, nous, c'est vrai comme on a une formation d'architecte au départ, on va avoir peut-être une vision vraiment de façade, c'est-à-dire qu'on va vraiment mettre en valeur le bâtiment, et puis avec une œuvre qui est plutôt très contemporaine, donc on est moins dans quelque chose qu'on va retrouver depuis plusieurs années, qui est le son et lumière historique. Nous, on va plutôt être sur des mises en valeur, mais avec des visuels qui sont beaucoup plus contemporains, géométriques, si vous voulez, abstraits. Finalement, c'est faire une juxtaposition des structures anciennes, en tout cas des angles, des mises en forme qui datent, pour le coup, puisqu'on parle de château, avec les nouvelles façons de mettre en perspective avec les différents angles. Je ne sais pas, ça passe aussi par projection de dessin. C'est juxtaposer ces éléments anciens avec ces éléments nouveaux et en faire quelque chose qui casse les codes. Est-ce que c'est ça? L'idée, c'est vraiment de redécouvrir un bâtiment, par exemple, devant lequel on va passer tous les jours, et d'un seul coup, il est mis en lumière, donc on le voit complètement différemment. Voilà. Ouais. Alors c'est vrai que mon conjoint a l'habitude de dire que là où il y avait la peinture, maintenant on va utiliser le pixel, et puis là où il y avait un pinceau, on va utiliser les ordinateurs. C'est un peu ça l'idée, si vous voulez, en tout cas pour la partie projection,
fonction que nous, on voit dans la valorisation du bâtiment à travers l'art numérique. Mais ce n'est pas le seul art numérique qui existe. Hein. Mais entre autres choses, mais c'est très intéressant ce que vous dites, parce que vous nous précisez que cet art numérique va nous permettre de voir ce que l'on a habituellement sous les yeux, ou en tout cas très souvent sous les yeux, et puis au bout d'un moment c'est comme la déco qu'on a chez soi, hein, on n'y prête plus attention, sauf si à un moment donné on la met en lumière. C'est attirer l'attention j'allais dire des spectateurs, des clients, oui, c'est attirer leur attention, leur regard d'une manière différente, peut-être avec une certaine forme de singularité. Tout à fait. Pour surprendre. Exactement, et c'est vrai qu'au château de Beaugency, c'est un peu l'objectif. Il y a le château qui est là, donc c'est un château de la Renaissance, voilà, qui a été construit au XVe siècle. Et nous, on fait déambuler le spectateur, le visiteur, dans différentes salles. Et à chaque fois, on a voulu créer ce mariage entre le patrimoine existant et les œuvres d'art pour vraiment faire en sorte que finalement, les gens perçoivent différemment. Par exemple, la charpente, qui est remise en lumière avec une œuvre qui est assez dynamique. On a aussi une fresque du XVIe siècle qui avait perdu de son intensité, qu'on va recoloriser. Donc c'est à chaque fois comme ça dans chacune des salles une nouvelle proposition qui fait voir le volume aussi différemment, et ça fait rentrer les gens dans des châteaux, peut-être des personnes qui n'avaient plus le souhait, qui en avaient déjà trop vu peut-être, d'autres on va dire, et puis ça fait rentrer peut-être aussi un autre public dans des lieux historiques qui peut-être ne se sentaient pas à l'aise en fait dans des reconstitutions historiques. En tout cas, nous on essaye de marier, sans jamais nier le patrimoine qui existe évidemment, mais on essaie vraiment de marier l'art contemporain, l'art numérique avec ce qui est existant, et en fait le château montre combien il est tout à fait adapté aussi ou adaptable à ce type d'art contemporain. Alors redécouvrir lorsque l'on est habitué et que on fait plus attention, là on est surpris. Découvrir sous une autre forme parce qu'on se dit tiens, moi ça c'est pas pour moi, ça ne me parle pas. Puis si tant est qu'on n'ait pas reçu une forme d'éducation aussi parentale qui aille en ce sens, c'est-à-dire que les parents qui vous ouvrent à l'art par exemple, ça permet d'attirer aussi un public qui se dit tiens, c'est pas pour moi, mais finalement cet art numérique, ce côté complètement décalé, presque un peu loufoque, je pense qu'on peut peut-être employer cette terminologie dans certains cas, va permettre d'aller glaner ce public. Donc on va aller chercher un peu tout le monde finalement. Ah oui, nous on est vraiment ouvert à tous les publics. Les plus jeunes s'y retrouvent parce que c'est très ludique aussi. Il y a beaucoup de jeux de lumière, il y a des musiques originales qui sont faites pour chacune des œuvres. Et puis il y a encore une fois les publics qui sont attachés au château. Vraiment, et ce qu'on appelle les châteaux, les reconstitutions historiques, qui malgré tout voient dans le château de Beaugency le château de la Renaissance, puisqu'on a aussi tout un volet sur l'histoire, puisque comme je le disais, on ne veut pas nier l'existence historique de ce château. Il ne s'agit pas d'opposer ces deux notions, au contraire. Non, tout à fait. Et donc effectivement, nous, on va piocher, on est vraiment, on a la volonté de pas du tout créer quelque chose de trop compliqué non plus à comprendre. L'idée, c'est d'atteindre vraiment tous les publics et effectivement, peut-être de susciter aussi des vocations chez des gens. En fait. Oui. Non, mais c'est intéressant. Alors là, les vocations, je vais rebondir dessus, puis on reparlera à nouveau, puisqu'on a le temps, on a une bonne trentaine de minutes ensemble, Anne-Sophie. On pourra reparler, bien sûr, de tout ce dispositif d'art numérique, mais vous souhaitez aller plus loin et transmettre aussi ce goût pour l'art numérique. Alors vous êtes architecte de formation, c'est plus votre conjoint, on l'a bien compris, qui plutôt du genre à aimer bidouiller son ordinateur et les logiciels. Finalement, tous les deux, vous êtes très complémentaires. Et vous avez dit, tiens, on va aller plus loin et soyons fous, pourquoi est-ce que l'on n'irait pas créer un centre d'art numérique? C'est l'idée qui était en gestation, j'imagine, dans votre esprit, et que vous avez concrétisé, ça y est, ça a démarré, ce centre d'art numérique? Alors, c'est vrai que le centre d'art numérique du château de Beaugency, c'est vraiment l'idée d'un outil qui soit ouvert à tout le monde et qui ait plusieurs formats. Donc, il y a le fait de visiter le château d'une part, et il y a le fait d'accueillir aussi, alors plutôt des scolaires, on va dire, ou des étudiants, et à leur présenter effectivement ce qu'on y fait. Donc, dans très peu de temps, on a la volonté effectivement d'y faire un centre de formation, peut-être pour justement que les personnes puissent avoir une approche aussi de ce qui est, alors peut-être pas l'art numérique, mais en tout cas les projections, ce qui est donc les fameux mappings qu'on va retrouver sur les façades des bâtiments. Et mapping, donc, ce sont les cartes que l'on projette. Alors, le mapping, c'est la technique d'adapter une image à une façade ou en fait à un écran. Ah oui, j'avais tout faux. Non, mais c'est le fait de mapper. Donc en anglais, to map, c'est effectivement la carte. Oui, c'est pour ça. Cartographier. Ouais. Donc effectivement, c'est la technique en tout
cas d'adapter l'image. Donc l'idée, c'est effectivement de pouvoir permettre peut-être à des jeunes, donc on a déjà accueilli par exemple des jeunes qui sont en bac pro électricité, et quand ils ont découvert que avec un projecteur on peut faire autre chose que juste projeter un PowerPoint par exemple, ils étaient assez fascinés de savoir que voilà, il y a aussi toute une part créative. C'est génial. Donc du coup il y a toute cette technique justement du mapping, mais il y a aussi le fait de découvrir qu'avec par exemple un tube LED on peut faire une sculpture, qu'avec de la LED tout court qu'on peut adresser, c'est-à-dire lui donner finalement une séquence, elle va pouvoir s'animer au rythme d'une musique, et tout ça en fait c'est des choses qui pour les plus jeunes, enfin pour ceux qui sont en train d'étudier, mais peut-être pour d'autres en fait qui veulent tout simplement découvrir ce que c'est, comment ça se fait, ce centre de formation pourrait être effectivement assez intéressant. Ça veut dire qu'il y a clairement, est-ce que vous le mesurez? J'imagine que oui, ou peut-être au niveau des retours que vous récoltez ici ou là. Est-ce que vous mesurez une envie justement d'aller dans cette direction pour beaucoup de jeunes, par exemple? On peut s'intéresser aux jeunes ou aux adultes, de se dire tiens, ça m'intéresse, j'ai envie d'y aller, parce que moi j'ai de l'appétence pour l'informatique, il en faut, mais il faut aussi aimer l'art. Et quand on combine les deux, ça fait un cocktail étonnant. Et vous le mesurez, ça? Vous sentez qu'il y a une envie d'aller en ce sens chez le public en général? Oui, alors en règle générale, avec les outils numériques, de toute façon, nous on a beaucoup travaillé avec des jeunes publics, et quels que soient les outils numériques qu'on utilisait, on se rend compte que alors, le jeune public est quand même très friand et puis très à l'aise avec ces outils. Donc du coup, pour eux, c'est l'outil peut-être pas du futur, parce que j'aime pas dire ça comme ça, mais un outil qui leur permettra plus tard de s'exprimer, d'exprimer leur créativité, voilà, ça c'est sûr. Je pense qu'on peut parler d'outils du futur, on peut être sur des projections dans la temporalité lointaine, ça a du sens, ça a du sens. En tout cas, ça peut, je pense que c'est des nouvelles formes d'apprentissage qui vont se développer maintenant dans les lycées, dans les études supérieures. On va avoir de plus en plus ces outils numériques qui vont venir accompagner ou en tout cas compléter les autres outils. Mais oui, tout à fait. Moi, j'ai vu des jeunes de 12 ans qui étaient à la fois passionnés de patrimoine et en même temps se demandaient qu'est-ce qu'ils allaient faire plus tard, et se rendant compte que oui, on peut mixer l'art et le patrimoine, mais ça pourrait être l'art et d'autres choses. Et donc se retrouver bien, en tout cas, à travers ces outils disponibles. Non, mais c'est passionnant, parce que je parlais de notion de temporalité, mais là encore, elle est intéressante, cette notion de temporalité. Je l'ai dit tout à l'heure dans des conférences précédentes, c'est qu'on a des outils modernes ici, à l'instant T, au XXIe siècle, qui vont encore se développer, on l'imagine, dans les années à venir. Mais en même temps, il y a cette temporalité déjà lointaine. On parle de la Renaissance, on peut aller bien plus loin. C'est la technologie mise au service de l'ancien pour valoriser l'ancien, mais aussi pour valoriser le moderne. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette approche, cette dualité temporelle, mais pas si dans la dualité que ça? Non, tout à fait. C'est-à-dire que moi, tous les jours, quand par exemple, on a une salle immersive au château, je me dis, voilà, ça c'est la salle des gardes. Voilà, elle a été créée il y a 600 ans pour des gardes. Et là, aujourd'hui, dedans, on a des projections, en l'occurrence en ce moment sur Van Gogh. Et c'est vrai que je me dis, c'est assez étonnant, parce que le château s'y prête très bien, les murs s'y prêtent très bien, ils accueillent tout à fait en fait ces visuels qu'on projette. En même temps, je pense qu'ils n'auraient jamais imaginé qu'on fasse ça en fait dans la salle des gardes quand ils il y a 600 ans, je ne pense pas. Voilà, c'est ça. Ou c'est pareil quand on fait des spectacles nocturnes dans la cour du château, on vient recoloriser cette façade qui a priori n'a jamais eu de couleur. Et du coup, c'est assez intéressant de faire cette plongée un peu dans le temps, de revenir en arrière et de se dire, c'est formidable de se dire qu'aujourd'hui, même sans détériorer en fait la façade, on ne fait rien en fait. On peut la coloriser comme on veut, quand on veut, et la déformer. Alors, est-ce que dans cet art numérique, Anne-Sophie, vous me direz si c'est possible ou pas, est-ce qu'on peut reconstituer des hologrammes pour imaginer la vie qui régnait à l'époque, il y a 600 ans, dans le château, dans les salons, dans les cuisines? Est-ce que l'art numérique pourrait permettre cela, ou le permet déjà? Je ne sais pas, par exemple, j'entre en cuisine et voilà, je vois des hologrammes et puis de la sonorisation avec des bruits d'époque. Alors après, il faudrait les retrouver, il faudrait demander à des historiens, mais est-ce qu'on peut imaginer ça? Ah oui, il y a un vrai travail entre ce que nous on va faire, des architectes, des historiens comme vous disiez, des archéologues par exemple, de reconstitution, c'est sûr. Nous par exemple, on a déjà réfléchi au fait d'accompagner notre visite
par exemple d'un personnage historique, vous voyez, qui va peut-être venir raconter la partie historique de ce qu'on va découvrir au château. Donc ça, c'est tout à fait possible de l'envisager. C'est possible de l'avoir via son smartphone. Après, c'est vrai que nous, au château, comme on a énormément de choses qui sont déjà autour du numérique, on aime bien aussi que les gens aient un fascicule papier, et puis ça leur permet d'avoir aussi un format souvenir, on va dire, avec lequel ils peuvent repartir, ce qui n'est pas forcément le cas des fois d'un audio guide ou d'une tablette. Quand c'est dématérialisé, c'est plus compliqué de repartir avec votre tablette. Nous, on est beaucoup dans l'image déjà, alors l'idée d'avoir des choses concrètes, des fois, c'est pas mal. Mais oui, on a un projet, par exemple, de reconstitution du castrum de la ville de Beaugency en 3D, où il va y avoir tout un travail à la fois de numérisation du castrum, mais aussi un travail historique. Donc du coup, pour vous, ça revêt la nécessité d'aller faire des recherches, de se mettre en lien avec, alors on l'a évoqué, des historiens ou autres. C'est ce qui fait aussi la singularité de votre métier, ce côté très, très passionnant, en tout cas de ces projets. Oui, ça c'est très transversal. Donc, alors surtout là, on a un objet architectural, le château, qui nous permet vraiment énormément de choses, d'aller piocher justement dans tous ces domaines. Donc c'est effectivement passionnant. Alors en plus, c'est vrai qu'en France, on a un patrimoine riche, j'ai envie de dire presque inépuisable pour nous. Ça. Donc à chaque fois qu'on fait un spectacle, par exemple, on va vraiment se renseigner, on va vraiment chercher quelle est l'histoire du bâtiment pour qu'on soit au plus juste dans ce qu'on va raconter, même si c'est abstrait, on veut pouvoir raconter des choses qui sont vraiment attachées au patrimoine. Puis il en va aussi de votre crédibilité. Tout à fait. C'est mieux de diffuser des informations qui sont exactes. C'est ça. Là, vous allez vous retrouver avec des passionnés ou des historiens, on dit attendez Anne-Sophie, mais là on n'y est pas, c'est pas du tout ça. Non, on est très très pointilleux sur l'histoire déjà du château, et en règle générale, moi c'est quelque chose qui me passionne parce que effectivement je suis architecte, mais j'ai aussi travaillé dans le domaine du patrimoine et des monuments historiques. Donc pour moi, impossible de passer à côté d'une recherche véridique. Oui. C'est mieux en tout cas, et puis ça permet là encore de diffuser de la connaissance, le numérique au service de la connaissance et du savoir, et d'une certaine manière de l'ouverture d'esprit. Vous êtes garante aussi de la la continuation de la diffusion de ces informations, de ce contenu historique. Tout à fait. Là, par exemple, le château a eu plusieurs périodes d'ouverture, de fermeture. Un site, un monument historique comme celui-ci qui a traversé l'histoire, qui est un témoin de l'histoire, fermé, c'est un peu dommage en fait, parce que du coup, en fait, il ne transmet plus rien, on va dire. Nous, le fait de l'avoir réouvert en centre d'art numérique, on lui redonne aussi une vie, on va dire. On lui réinsuffle une vie. Alors, c'est une vie qu'on a choisie nous, qui est celle plutôt de l'art contemporain, mais c'est aussi la possibilité effectivement de le transmettre à d'autres plus tard. Donc c'est aussi la possibilité de c'est un site, si vous voulez, nous on transmettre, on est dans la transmission. Oui, voilà, on n'est que des passeurs globalement. Voilà. J'aime bien cette notion de passeur, mais vous avez raison, nous ne sommes que des passeurs, on est de passage à un temps donné sur cette terre, et il faut avoir à l'idée que on le disait, il y a 600 ans de ça, il y avait déjà des personnes qui vivaient dans ce château, et on peut aussi imaginer que dans 600 ans, en 2622, il y aura d'autres êtres humains qui feront autre chose de ce château. En tout cas, on espère qu'il sera encore là. Voilà, mais c'est vrai que c'est la preuve en tout cas que finalement, il a pu avoir de multiples usages et que ça ne l'a pas empêché de nous être transmis aussi. Voilà. C'est ça. Bon, après, si on s'attarde à l'actualité de ces dernières semaines, on a amené quand même à se demander si dans 600 ans on sera encore là, mais j'ai envie de vous dire qu'on va être optimiste quand même. Les pierres, oui. Ouais, les pierres sans doute. Mais oui, non, mais encore une fois, alors on plaisante, on fait un peu d'humour évidemment, mais voilà, encore une fois, il y a cette notion de temporalité que je trouve très intéressante. Vous savez, ce continuum espace-temps qui périclite à travers les années, les décennies et les siècles. Et vous êtes là encore une fois pour nous le prouver, Anne-Sophie. Qu'est-ce qui vous a donné envie de reprendre ce château? Parce que je l'ai dit en introduction de cette conférence, vous êtes la nouvelle propriétaire de ce château. Qu'est-ce qu'à un moment donné, vous avez dit avec votre conjoint, tiens, allez, si on se lançait? Évidemment, c'est cet amour des pierres, j'imagine. Oui, alors déjà, on cherchait un lieu remarquable, et effectivement, le patrimoine, on y est très attaché au départ. Après, c'est jamais une réflexion linéaire, c'est-à-dire qu'on cherche
Pardon ? Ça fluctue. Oui, c'est ça. On cherchait un lieu au départ, et puis à force de chercher, on est tombé sur le château de Beaugency, qui correspondait, on va dire, on n'avait pas fait une liste de critères, mais il y avait plein de choses en fait qui nous semblaient importantes pour qu'un centre d'art numérique puisse se pérenniser en fait sur un territoire. Et le château de Beaugency correspondait parfaitement à cela, et en plus ça tombait bien parce qu'il était à vendre. Alors après, nous on vient d'un site plutôt urbain, on a vécu 10 ans à Strasbourg avant d'arriver à Beaugency, et donc il fallait aussi qu'on ait une continuité, voilà, d'une vie urbaine. Et Beaugency, le château étant situé en plein cœur de la ville, bah, c'était parfait pour nous, pour nos enfants, voilà, ça nous permettait facilement de continuer, voilà, à vivre voilà. Sans souci, sans problème. Ouais, un peu. Après, évidemment, ça nous a appris plein de choses, donc je veux dire que c'est très, le fait d'avoir un château, c'est vraiment au quotidien quand même je vais pas dire un fardeau parce que c'est faux. C'est quelque chose, voilà, où on a une vraie responsabilité. Voilà, c'est ça, j'allais dire responsabilité, parce que mine de rien, c'est quand même une gestion au quotidien qui est lourde. Oui, parce que bon, on a toujours un peu peur pour lui, puis malgré tout, il y a des travaux. Enfin, bon, c'est tout un ensemble de choses. Mais en tout cas, ça nous semblait tout à fait correspondre à ce qu'on cherchait. En plus, bon, j'avoue, hein, le centre Val-de-Loire est quand même une région qui est très touristique, donc c'était quand même plutôt positif pour l'activité qu'on allait y proposer. La prise de risque était mesurée, quoi. Moins importante, on va dire. Vous m'avez parlé, quand on s'était eu au téléphone, Anne-Sophie, encore une fois, puisqu'on a parlé de cette conférence, d'un musée, je crois, si j'ai bien pris mes notes, donc ça va, je prends de bonnes notes. Vous me rassurez, parce que là j'ai eu un doute, un musée numérique que vous projetez d'ouvrir à la rentrée septembre. Exactement. Alors le musée numérique, c'est le sous-titre de la microfolie. Donc la microfolie, c'est un dispositif qui est proposé par la Villette, donc de Paris. Le musée numérique, on va l'accueillir, on est en train de finaliser sa conceptualisation, et il va effectivement ouvrir en septembre, un peu pour aussi être dans le calendrier des scolaires. Donc notre objectif à travers ce musée numérique, c'est de proposer, encore une fois à tous les publics, un accès gratuit aux œuvres de plus de 110 musées français et internationaux. Donc d'avoir accès à des chefs-d'œuvre, si vous voulez, qui sont numérisés, d'où le côté de musée numérique. Et c'est-à-dire que après c'est classé donc soit par artiste, soit par thématique. Et quand on accueille un groupe scolaire, l'enseignant peut choisir une thématique, et puis à travers en fait les œuvres qui sont numérisées, va pouvoir présenter cette thématique. Par exemple, je prends le paysage, ils vont découvrir tout un tas d'œuvres picturales ou des fois des sculptures, peu importe, qui traitent de cette thématique. Et du coup, les enfants vont pouvoir s'approcher aussi plus facilement des œuvres que ce qu'ils pourraient le faire dans un musée où on est obligé d'être en retrait, si vous voulez. Donc là, il y a vraiment un côté à la fois pédagogique et ludique, puisqu'il y a beaucoup de jeux aussi autour de chacune de ces œuvres. Donc c'est vraiment l'idée d'amener déjà dans des espaces, par exemple comme la ville de Beaugency, où il n'y a pas de musée qui présente des chefs-d'œuvre, déjà d'amener des œuvres au contact d'un public, et puis aussi de le faire de manière aussi peut-être plus ludique que ce qu'on pourrait faire, je sais pas moi, au Louvre, où on est obligé d'être derrière des barrières. J'allais rebondir. Ça veut dire que si j'ai en face de moi en projection numérique Mona Lisa, la Joconde, peinte par Léonard de Vinci, exactement. C'est bien ça. Et bien si aussi. C'est-à-dire que je vais pouvoir zoomer aussi pour voir peut-être des détails. Ouais, les détails, et peut-être aussi ce qu'a voulu nous transmettre Léonard de Vinci, que je ne pourrais peut-être pas voir si je vais au Louvre. Alors bien sûr, il faut aller au Louvre, et c'est très, très important d'y aller, c'est très beau, mais voilà, on peut zoomer, on peut voir les détails, les paysages, pourquoi il y a telle couleur, tel paysage. Exactement. Ouais. Il y a vraiment tout un panel d'ateliers qui sont liés à chacune de ces thématiques, donc c'est vraiment très intéressant, et j'invite vraiment les enseignants à venir découvrir, alors parce qu'il y a des personnes qui ont des microfolies pas très loin de leur établissement scolaire. Nous, on va traiter essentiellement notre territoire, mais j'invite vraiment les enseignants à nous rencontrer, puisque c'est gratuit en plus, et à venir découvrir la collection en fait, de cette microfolie. Alors je rebondis sur l'actualité, je ne sais pas si vous avez lu ce qui s'est passé au musée du Louvre, je crois que c'était cette semaine ou la semaine dernière, il y avait un spectateur qui s'est amusé, et attention c'est grave, a jeté des bouts de gâteau sur Mona Lisa, et la sécurité l'a plaqué littéralement au sol, et je sais que la direction du Louvre a déposé plainte, parce que là on est sur quand même des œuvres d'art très importantes, symbole de la France aussi,
aussi, et on vient du monde entier. Donc là, on pourra jeter des bouts de gâteau. Vous nous direz rien a priori sur de la projection numérique. Non, ça devrait aller. C'est un écran. Hein. Donc c'est aussi tout l'intérêt, on va dire, en tout cas, de certaines des installations, c'est qu'effectivement on les voit. Maintenant, c'est souvent sur des tablettes, c'est souvent sur des écrans. Donc évidemment, il y a la solidité de la chose, mais en règle générale, avec les enfants, justement, c'est très adapté parce que ils veulent toucher les gamins. Oui, voilà. Et donc là, vous allez répondre à cette demande. C'est pour ça que vous dites, tiens, puisqu'on est diffusé sur Internet, YouTube, Facebook, mais aussi le site officiel humantechdays.fr, c'est la thématique de cet après-midi, cette grande tournée régionale avec la région Centre-Val de Loire. Vous travaillez aussi avec les collectivités, vous vous rapprochez des collectivités, des pouvoirs publics pour pouvoir monter en puissance. Anne-Sophie, c'est en projet, c'est en gestation? Alors on a commencé effectivement, notamment avec la région Centre-Val de Loire, puisqu'on... On vous laisse les coordonnées de François Bonneau, le président. On fait partie du dispositif Nouvelle Renaissance. Ouais. Donc là, on a plusieurs projets avec eux à venir. Donc des projets autour, par exemple, de dîner au château. Très bien. On a des concerts aussi qui sont prévus. Un événement assez intéressant, la Nuit des Châteaux aussi, qui a lieu chaque année vers la Toussaint. Ouais. Donc avec la région, on a déjà des attaches. Également avec notre département de rattachement, qui est le Loiret, qui nous soutient beaucoup, en tout cas au niveau du tourisme. Ce qui est une bonne chose. Voilà, effectivement. La ville, bien sûr, aussi de Beaugency nous soutient, la communauté de communes à laquelle on appartient. Ouais. Après, c'est un travail à faire qu'on amorce. Donc il y a beaucoup de gens, beaucoup d'acteurs à rencontrer. Donc on est au début. C'est ça. Voilà, tout à fait. Il faut aller dans les petites soirées, les petits dîners. C'est ça. Il faut laisser de la carte de visite, des petites plaquettes. Vous en avez sur vous? Vous êtes venu avec... On est venu avec des flyers. C'est bien, vous allez distribuer ça d'ici quelques instants. Qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure cette petite conférence avec vous, Anne-Sophie? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire sur cet apport de l'art numérique? On en a beaucoup parlé en introduction de cette conférence. Allez-y, tentez le coup si vous sentez que vous avez envie et que vous êtes ancré dans cette histoire alors locale, nationale, peu importe, internationale. Tentez le coup, venez vous essayer, puis vous allez sans doute découvrir une passion, pourquoi pas un métier demain? Tout à fait. Alors c'est sûr que vous décrire l'art numérique, c'est assez compliqué parce que, comme je vous le disais, il est multiple. Donc, pour moi, je pense que le mieux, c'est de venir au château de Beaugency pour venir faire l'expérience, en tout cas, de ce mariage, encore une fois, entre l'art numérique et le château. Donc, encore une fois, c'est découvrir le patrimoine autrement ou redécouvrir le patrimoine autrement pour ceux qui le connaissaient déjà. Mais voilà, le point le plus important, c'est de déambuler dans ces salles. C'est ça, château de Beaugency dans le Loiret, c'est la commune de Beaugency, tout à fait. Plus exactement. Et puis, c'est comme les avis Google sur les restos. Le mieux, c'est quand même d'aller au resto goûter pour s'en faire une idée un peu plus objective, même si effectivement, on ne va pas condamner tous ces avis. D'ailleurs, tiens, c'est intéressant. Oui. Du coup, vous imaginez la question que je vais vous poser. Est-ce qu'on vous laisse des avis? Est-ce que vous y prêtez attention? C'est du numérique, ça aussi? Ouh là là, tout à fait. En fait, on a une chargée de communication qui nous a rejoint en novembre, donc Mélanie, et qui justement fait ce travail de répondre aux avis. Oui, tout à fait. Et c'est très important pour nous de répondre parce que des fois, malheureusement, certains avis sont un peu à côté de la plaque parce que les gens n'ont pas forcément compris en fait ce qu'ils étaient venus voir. Donc oui, les réseaux sociaux, c'est quelque chose sur lequel on est fondamental pour nous, surtout qu'on est vraiment dans l'image, donc ce serait dommage de s'en priver. Bien sûr. Et puis il faut répondre effectivement à tous les avis, parce que malgré tout, ça fait grandir. Monsieur, nous ne sommes pas d'accord avec vos propos. Sachez que ce château bénéficie régulièrement d'une enveloppe budgétaire permettant d'être rénové. C'est ça, non? Non, on a plutôt des questions. Mais où sont les meubles? Voilà. Ouais. Non, mais voilà, c'est l'angle des réseaux sociaux, Google, TripAdvisor, que sais-je encore. Tout à fait. Ça reste aujourd'hui, ça fait un peu la pluie, le beau temps. Et je pense que d'une certaine manière, en creusant un peu, ça participe aussi à l'art numérique. Oui, en cherchant ça comme ça. Oui, tout à fait. J'essaie de trouver un petit ancrage avec ça, mais ça vaut ce que ça vaut. Ça vaut ce que ça vaut. En tout cas, merci infiniment Anne-Sophie Akoma d'être venue nous parler aussi face aux caméras, puisque ce rendez-vous est diffusé sur nos réseaux sociaux et vous allez pouvoir voir et revoir aussi ces émissions. Merci d'avoir eu ce courage-là. Je trouve que vous tenez bien le micro, c'est très agréable. Merci parce que je suis pas très habituée. Mais j'ai pas eu une seule fois vous dire de remonter le micro près de la bouche, donc rien que ça, c'était vraiment bien. Merci Anne-Sophie Akoma, donc propriétaire du château de Beaugency. Cette conférence intitulée Redécouvrir ou découvrir le patrimoine autrement grâce à l'art numérique. Merci infiniment, on se dit à bientôt, j'espère. Merci à vous de m'avoir invité. Et à très bientôt et au plaisir de se retrouver.
17h35, que le temps passe vite sur ce village HTD Live Tour de la deuxième étape à Blois. Nous allons accueillir notre conseiller régional en charge du numérique à la région Centre-Val de Loire, où nous passerons par l'étape de Bourges très prochainement. Guillaume Crépin qu'on accueille, donc en charge du numérique et à qui nous saluons sa venue sur ce tour live 2022 ici même à Blois. Monsieur Crépin, bonjour, vous allez bien? Très bien, merci à vous d'être présent, toujours pour animer les événements en partenariat avec la région. Je suis ravi d'être là sur cette étape blésoise et de pouvoir remettre le prix dans quelques instants pour ce fun truck qui fait le tour des départements, qui fera une étape régionale à Orléans et on espère envoyer le lauréat à Paris pour le mois de novembre. Alors Kamel, qui est notre journaliste et animateur avec nous sur l'opération, peut-être un petit mot à monsieur le conseiller régional. Vous avez échangé beaucoup pendant toute la durée de cet après-midi. Voilà, on a effectivement eu la chance d'avoir différents intervenants et intervenantes, puisqu'on a beaucoup valorisé l'aspect touristique, tout ce qui est édifices patrimoniaux dans la région Centre-Val de Loire. Et évidemment, c'est tous ô combien tout cela représente des enjeux importants, tant économiques que touristiques. Mais Monsieur Crépin, l'élu régional que vous êtes, en charge des questions numériques, en quoi cet événement, le Human Tech Days, représente pour vous un enjeu décisif et de surcroît pour la région Centre-Val de Loire, puisque en tant que, j'ai envie de dire, accompagnateur public, et on l'a vu aussi avec le Fun Truck, on va en reparler d'ici quelques instants, en quoi tout cela est important pour la région Centre-Val de Loire et de surcroît dans le cadre d'une tournée régionale, c'est-à-dire qu'on va de ville en ville. Ça permet quoi de maintenir ces liens, de montrer que la région est présente et puis surtout de soutenir les projets, les activités. Oui, alors j'ai souvent l'occasion de le dire, la région Centre-Val de Loire, qui est une collectivité régionale, elle peut faire beaucoup de choses, mais elle ne peut rien faire sans les porteurs de projets, les acteurs du territoire mobilisés qui, eux, ont les compétences, les idées, les projets. Nous, on peut être dans l'accompagnement, la structuration des écosystèmes, faire en sorte que les pépites grossissent et deviennent licornes. On a des très, très, très belles entreprises en région Centre-Val de Loire. Et donc, l'objet de ces événements, notamment dans chacun des départements, c'est de pouvoir valoriser les acteurs du territoire, les mettre en valeur, comme on va le faire tout à l'heure avec la remise du trophée. Et puis, c'est aussi donner envie à des jeunes de se dire pourquoi pas se lancer dans le domaine de la French Tech, du numérique et tout ça. C'est pas réservé à une élite qui serait des geeks et tout ça. C'est à la portée de tous. C'est à la portée de tous. Je suis un jeune homme, je suis une jeune femme. On a besoin beaucoup de femmes aussi qui se lancent dans ces projets. Et il y a de la place pour tout le monde. Et en tout cas, la région Centre-Val de Loire, avec l'ensemble des partenaires, avec DevUp, bien sûr, l'agence de développement économique, qui est à l'origine aussi, qui organise cet événement. Voilà, on est en accompagnement de ces porteurs de projets et de faire en sorte de les faire grossir, de les faire grandir et que la région Centre-Val de Loire soit le lieu où demain on innove aussi sur les métiers du numérique. Et vous l'avez dit tout à l'heure, sur la question du patrimoine, et c'était la thématique de la journée ici à Blois, c'est primordial. On ne vit plus la culture comme il y a 50 ans, on ne visite plus les monuments comme il y a 50 ans. Aujourd'hui, avec la réalité augmentée et avec un certain nombre de méthodes, on peut faire tout simplement du vécu culturel et patrimonial différent et intéresser et le rendre aussi beaucoup plus accessible à l'ensemble des habitants. C'est ce qu'on a essayé de prouver cet après-midi en tout cas. Voilà. Alors Monsieur Crépin, donc comme vous le disiez, on va remettre le prix à notre gagnante et entreprise dans quelques petites minutes. Il y a 6 étapes. La première étape hier était à Chartres. Nous serons jeudi à Tours. Nous serons mardi à Châteauroux. Mercredi, nous serons chez vous à Bourges. Et sans les fiches, bravo. Sans les fiches. Et nous clôturerons bien évidemment place du Mar 3 cette tournée HTD à Orléans.
Orléans pour jeudi. Voilà, je vais y arriver. Alors, c'est vous qui avez le résultat, Monsieur Crépin. Donc, je vous laisse annoncer ce résultat pour cette étape ici à Blois. Alors, moi, j'ai pas ma fiche. Je sais qu'elle est gagnante. Super. Et je vais l'inviter à me rejoindre. Et on peut l'applaudir. D'échanger avec. Voilà un salve d'applaudissements qu'on peut lui faire. Bravo, 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 bravo. Voilà. Je vous laisse passer devant puis rejoindre Monsieur Crépin. J'ai eu l'occasion d'échanger avec vous. Prenez un micro, voilà. Merci. Donc j'ai eu l'occasion d'échanger avec vous il y a quelques instants et vous m'avez pitché en quelques secondes le projet qui vous a permis de remporter cette étape dans le 41. Bravo, félicitations. Merci. Donc déjà, je vous remets ce prix. Merci. Voilà, au nom de la région Centre-Val de Loire. On peut l'applaudir encore une fois. Je crois que ça mérite très largement. Bravo. On est ravis de mettre en visibilité le projet que vous avez présenté aujourd'hui. On est ravis de vous inviter sur le salon Vivatech du 15 au 18 juin et de vous remettre deux invitations pour le salon et de vous permettre de poursuivre l'aventure sur la sélection régionale et pourquoi pas, je l'espère, à Paris au mois de novembre pour présenter et porter ce projet au niveau national. On peut recueillir vos impressions d'ailleurs. Alors quel effet ça fait justement de repartir avec ce joli trophée et ça augure de belles choses dans un avenir proche alors. Exactement, c'est un projet qui s'est fait il y a quelques mois à peine, qui a été mis un petit peu en stand-by avec le Covid, donc on est vraiment content de pouvoir le remettre au goût du jour. Et c'est vrai que l'inclusion des personnes handicapées dans le domaine du sport est vraiment très important. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Donc voilà, donc merci pour cette belle reconnaissance. Eh ben, on peut l'applaudir. Allez, une troisième fois, elle l'aura bien mérité. Merci, et je vous remets le badge de vainqueur de l'étape du Food Truck. Merci beaucoup à vous, Monsieur Guillaume Crépin, d'être venu avec nous ici même sur l'étape à Blois. Merci beaucoup. Un dernier petit mot, peut-être ? Oui, alors vraiment dire que ce qu'on voit à travers les projets proposés, c'est qu'ils portent des valeurs, l'inclusion. Le sport également, c'est extrêmement important. En plus, on est sur une année olympique qui fait rêver, non seulement sur les dépassements de soi et de chacun des athlètes, mais qui doit entraîner l'ensemble de la population dans la pratique du sport quotidien, parce que c'est une histoire de santé. Et le fait de se poser la question et de trouver des solutions pour permettre à tous de pratiquer le sport, vraiment, je vous remercie pour cette proposition. C'est une proposition qui est technique, mais qui a aussi des valeurs, et on est vraiment ravis de vous remettre ce prix. Merci beaucoup. Bien, merci à tous, merci. Voilà, et puis moi je souhaite juste, pour clore ce village, remercier tous ceux qui ont participé à cette étape, donner rendez-vous à ceux qui participeront aux étapes à venir, avec le soleil jusqu'au bout. Donc vous allez prendre des couleurs tout au long des étapes. Merci à vous de cette animation sur l'ensemble des territoires. C'est important d'être au plus proche des habitants, des acteurs économiques. Donc merci à vous et à la prochaine étape. À la prochaine étape, merci beaucoup. Merci beaucoup Monsieur Crépin, merci, on vous retrouve très vite. Merci à Kamel d'avoir animé l'intégralité des débats ici même sur notre podium HTD. Voilà, on va saluer et remercier tous ceux qui nous ont écoutés depuis ces 2 jours sur le streaming par toutes les pages, que ce soit la page de la région Centre-Val de Loire, les différentes pages Facebook, la page de la tournée, et puis merci à l'ensemble des acteurs qui ont été avec nous. Petite pause demain pour tout le monde, et puis on part sur les routes de la Touraine. Nous serons du côté du boulevard Béranger. Ça sera jeudi matin, et puis encore un petit week-end pour tout le monde, et puis je vous dis les 3 dernières étapes du côté de Châteauroux, Bourges et Orléans. Merci à tous et à toutes, et à jeudi. Et à bientôt, bonne soirée.